J'entends rien du tout, non. On se sent un peu seul, voilà, on a besoin d'échanger avec les autres et je trouve que c'est toute l'utilité aussi de ce groupe-là, c'est de se retrouver. Pour les GECT, la plateforme des GECT, ça serait l'occasion aussi peut-être de pouvoir intervenir pendant la plateforme des GECT, de faire part aussi de nos conclusions dans le cadre de ce groupe. Mais au-delà de la plateforme des GECT, pour les autres structures transfrontalières, il n'y a pas de plateforme. Donc pourquoi pas ne pas se servir de ce groupe gouvernance pour aller plus loin, pour impliquer les GLCT, pour impliquer les associations transfrontalières et les autres types de structures aux frontières. Pourquoi pas? Moi, je trouve que ça peut être un peu à la réflexion. On peut imaginer que ce groupe-là serve aussi à cela. Et donc, on s'est posé la question, notamment avec Patrice, pour l'avenir. On en discutera en conclusion de ce groupe. Éventuellement, penser à des sous-groupes, voir un petit peu des thématiques, comme c'est une thématique extrêmement riche, celle de la gouvernance transfrontalière, voir peut-être la possibilité de mettre en place des sous-groupes, penser à des intervenants extérieurs, d'autres structures transfrontalières et ainsi de suite. Mais tout cela, on verra au fur et à mesure de nos échanges. Donc, j'ai assez parlé, il me semble. Et je pense que maintenant, il va falloir intervenants, nos participants nous entendent bien. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre la parole pour savoir, d'accord, là c'est bon. Oui, oui. Très bien, parfait. Merci. On peut démarrer effectivement. Et donc, par rapport à notre ordre du jour, excusez-nous, mais parce qu'il y a pas mal de choses à gérer en parallèle, est-ce que je peux te demander peut-être de partager l'ordre du jour? Voilà, donc on va commencer avec la première séquence qui est donc celle sur les questions européennes. Voilà, la présentation des enjeux de gouvernance dans les programmes européens notamment, avec une première intervention donc de Loïc Deleven, à qui je passe la parole. Merci. Merci Pétia. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien, tout d'abord? C'est Très OK? bien, parfaitement. Parfait, merci. Bonjour Patrice. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous en tout cas de participer à à ce deuxième groupe de travail. Donc moi, je suis actuellement ici à Tournai et je vous prie de m'excuser donc de mon absence, mais ce n'est pas possible pour des raisons d'agenda. Donc voilà, donc c'est pas facile d'aborder cette question donc de gouvernance dans les programmes européens. Et donc ce que je vais faire, c'est plutôt poser le cadre un peu de cette gouvernance et un peu de susciter chez vous un peu votre envie de pouvoir participer, de pouvoir échanger. Parce que bien évidemment, il n'existe pas une gouvernance, mais il existe en tout cas des gouvernances. Et donc c'est important aussi de pouvoir aborder cela, puisque pour rentrer directement dans le vif du sujet, il faut bien s'entendre sur la question de la gouvernance que peut revêtir la gouvernance d'un programme, ou encore la question de la gouvernance d'un projet, ou la question de la gouvernance territoriale de manière globale. Donc c'est vrai que lors de la première session, on avait déjà eu cette discussion qui était de dire quelle définition finalement mettons-nous derrière ce terme gouvernance. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, chez nous, donc du côté de l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, déjà, s'accorder sur la définition de la gouvernance entre flamand, wallon et français n'était pas tout à fait évidente. Et là, par contre, je me raccrocherai davantage à la question, à la notion de gouvernance dans les règlements qui ont été proposés par la Commission européenne, singulièrement aussi dans cette envie de pouvoir davantage trouver un cadre de coopération entre à la fois
les autorités du programme, mais également les forces vives transfrontalières. Et donc, dans ce cadre-là, ça ne vous a pas échappé que dans les règlements, dans les propositions de règlement de la Commission européenne qui sont globalement en train de circuler au niveau du trilogue, l'objectif numéro 6, que concerne globalement la gouvernance, est, entre guillemets, un élément assez important au-delà des autres objectifs prioritaires sur lesquels les différents États doivent se mettre d'accord et régions. Mais bien évidemment, cet objectif 6 confère une saveur assez particulière qui est de pouvoir travailler justement cet enjeu de gouvernance, parce qu'on l'a vu, Interreg, et j'ai parlé singulièrement d'Interreg, est un formidable outil financier pour les porteurs de projets, mais également pour les autorités du programme. Mais par cela, je pense qu'il est important de pouvoir se mettre d'accord sur toute une série d'enjeux et globalement, notamment dans sa capacité de pouvoir renforcer les capacités institutionnelles du programme et en particulier de pouvoir gérer des programmes spécifiques. Autre aspect aussi que j'aborderai et pour entrer beaucoup plus en détail et beaucoup plus de manière concrète, c'est la question aussi de finalement comment pouvons-nous contribuer au travers du programme Interreg à l'efficacité finalement des relations entre les différents porteurs de projets et voire même les différents partenaires de ce territoire qui est circoncis au travers d'un programme, singulièrement d'un programme Interreg. Donc moi, ce qui me vient directement en tête lorsque j'évoque cette question finalement de gouvernance, c'est que, en tout cas, nous soyons dans une certaine complémentarité entre les enjeux de gouvernance d'un programme, mais également les enjeux d'une gouvernance territoriale. Et donc, ce qui est en tout cas notre souci au sein du GECT de l'Eurométropole, c'est d'avoir véritablement cet équilibre entre à la fois la plus-value que peut apporter le programme Interreg France Wallonie Vlaanderen de Rhône, mais également le rôle au quotidien d'un GECT tel que l'Eurométropole, notamment dans sa capacité à pouvoir faire le lien entre les différents niveaux des échelles, c'est-à-dire l'échelle plutôt locale vers l'échelle régionale et voire plus haut avec l'échelle européenne. Et donc, dans cette approche-là, d'avoir véritablement une complémentarité, puisque vous savez comme moi que cet enjeu de gouvernance doit également aussi prendre en compte le fait que lorsque vous déposez un projet dans le cadre d'un programme européen, lorsqu'il n'y a plus de financement, vous sortez un peu du radar du financement européen et c'est de voir comment justement au travers d'une gouvernance qui a priori nous pourrons donc construire une véritable continuité des projets au sein d'un territoire. Et donc, également, je pose la question, notamment… Excuse-nous, pardon. Pardon? Interférence en fait, au niveau du Ouais. son. C'est… Les intervenants, les participants, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Oui, il y a quelqu'un qui… Donc voilà. Merci, bon, monsieur. voilà. Merci à tous. Voilà. Oui, pardon, Louis. Pardon. Non, j'en prie. Et donc, je reviens tout simplement sur mon exemple, qui était de dire que pour créer finalement cette gouvernance territoriale, il faut pouvoir s'appuyer en tout cas sur la récolte et l'utilisation et la constitution de jeux de données statistiques partagées. Bien évidemment, l'enjeu de cette action doit permettre d'avoir et de pouvoir avoir, en tout cas, une même manière, de s'accorder de manière collégiale sur les jeux de données partagés. Alors, je sais que pour comment dire, certaines personnes et certains experts de la coopération territoriale, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement sexy de pouvoir vendre, mais en tout cas, l'enjeu d'avoir des données partagées est en tout cas pour moi au cœur de la question de la gouvernance, que ce soit territoriale, mais également de projet. Pourquoi? Parce que l'impact sera extrêmement important notamment dans la mise en place de projets. On sait pertinemment bien qu'à chaque constitution de programmation européenne, nous avons besoin de données actualisées et de données qui soient les plus proches des préoccupations des acteurs du territoire. Et donc, c'est par ce biais-là qu'il est véritablement important pour moi, en termes d'enjeux de gouvernance, de pouvoir porter haut et fort, en tout cas, cette idée d'avoir des jeux de données qui soient constamment remis et actualisés tout au long de la programmation. Un, parce que ça aide, en tout cas, une meilleure appropriation des enjeux Interreg au niveau européen, certainement, mais deuxièmement, parce que ça aide aussi les porteurs de projets
projet, tout au long de la vie du programme, de pouvoir avoir une vision extrêmement claire et une vraie aide à la décision aussi pour les décideurs politiques dans la constitution de ces fameux bassins transfrontaliers. Donc ça, c'est la chose sur laquelle je voulais insister. Autre aspect qui me semble aussi, et après on peut échanger bien évidemment, ce n'est pas une liste à la Prévert, c'est de pouvoir mettre en place et définir des cadres d'expérimentation qui permettraient en tout cas de venir nourrir cette gouvernance. Alors vous savez comme moi que la gouvernance n'est pas un processus qui sera appliqué de manière comment dire, similaire sur l'ensemble d'un territoire. Si vous voulez, donc, pour prendre mon exemple avec l'Eurométropole, nous ne sommes jamais qu'une petite agrafe territoriale sur les 620 km de frontières franco-belges. Et donc, bien évidemment, nous n'avons pas globalement la solution en matière de gouvernance parce que lorsque vous baladez le long de la frontière, en tout cas sur la frontière franco-belge que je connais assez bien, vous n'avez pas forcément les mêmes appétences et les mêmes diagnostics socio-économiques. Et donc là aussi, il faut pouvoir déterminer des cadres d'expérimentation qui permettent à un certain moment de mieux répondre aux enjeux des acteurs locaux. Et paradoxalement, ce que je viens de dire, bien évidemment, l'expérimentation doit tout simplement aussi aider à construire cette coopération territoriale européenne et là plutôt à pouvoir s'inspirer et inspirer les autres frontières internes de l'Union européenne sur des solutions qui sont prises au niveau donc d'une agrafe, ou en tout cas d'une entité géographique délimitée sur une frontière. Et par cela, j'aimerais signaler et en tout cas véritablement porter ce qui a été mis en place très récemment par la DG Régio, qui est ce fameux appel à projet B-Solutions, visant à travailler sur donc, les blocages juridiques et administratifs, parce qu'avec l'Eurométropole, nous avons donc déposé un projet qui concerne la formation en alternance transfrontalière pour effectivement travailler sur le franchissement de frontières des stagiaires français vers la Belgique et inversement, et de pouvoir avoir finalement un cadre, en tout cas une expérimentation et un projet de cadre législatif qui pourrait convenir aux deux États. Et donc, dans ce cadre-là, je vois là, en tout cas, une opportunité au travers des programmes européens de pouvoir véritablement avoir non pas des projets qui soient directement bankable, pour utiliser un terme anglais, mais véritablement de pouvoir expérimenter et de pouvoir mettre en place toute une série, en tout cas, de projets qui permettent de venir faire de la haute couture sur ces frontières qui nécessitent par moment beaucoup de travail en amont sur notamment l'interconnaissance, mais également le fait qu'il n'y a pas une parfaite symétrie entre les autorités belges et les autorités françaises, notamment sur certaines questions en matière d'emploi et de formation ou encore de mobilité. Donc vous comprenez là, par ce biais-là, que la gouvernance aussi doit être véritablement un outil de dialogue entre à la fois les institutions de part et d'autre de la frontière, parce que nous n'avons pas la même manière et en tout cas le même niveau de compétences de part et d'autre de la frontière au regard des obligations institutionnelles que sont notamment le niveau français et le niveau belge en l'occurrence. Donc, par ce biais-là aussi, cette expérimentation doit nous permettre de dépasser ces entraves juridico-administratives et quand c'est effectivement porteur d'une solution, passer au travers d'une expérimentation et avoir effectivement, en tout cas, un droit qui prenne en compte la réalité des… Oui, oui, Tu as été coupé peut-être 10 vous m'entendez ? secondes. Est-ce que tu peux reprendre juste ton idée? Oui. Oui, donc je disais simplement que ces expérimentations devaient nous permettre finalement de venir nourrir le processus législatif pour aussi informer les autorités régionales et nationales sur les réalités que nous vivons dans le cadre de ces bassins de vie transfrontaliers. Et donc c'est vrai que là, cette expérimentation et ce cadre d'expérimentation est finalement un peu comment dire, de bassin d'expérimentation peut être en tout cas une véritable plus-value dans la manière dont nous créons des gouvernances dans le cadre de la future programmation des fonds européens. Sans être trop long aussi, peut-être parler d'une autre chose qui est la question de la pérennisation et la dissémination. Donc j'en ai déjà un peu abordé. Ce que je disais tout à l'heure, c'était de dire que lorsque vous êtes financé dans le cadre des fonds européens et que vous avez mis en place un bon projet et une bonne gouvernance de projet, il arrive de manière très fréquente que parce qu'il n'y a plus de financement, il n'y a pas de poursuite des projets. Et donc là, c'est aussi mettre en place une certaine comment dire, en tout cas faire émerger une certaine prise de conscience dans les programmes européens qu'une gouvernance,
elle peut être aussi constituée de manière pérenne et non pas uniquement par opportunité ou par à-coup au regard des financements européens. C'est là où je voulais véritablement insister dans mon introduction, c'est-à-dire cette parfaite, en tout cas, complémentarité entre à la fois des outils tels que les outils européens comme Interreg, mais également les outils plutôt juridiques comme les GECT ou toute autre personnalité ou tout autre organisme qui, en tout cas, travaille sur cet aspect de frontières. Et donc, pour moi, de mon côté, il me semble véritablement important que l'on puisse, au travers des différents programmes européens, avoir en tout cas un réflexe de pérennisation et de dissémination dans le cycle des programmations, notamment parce qu'il est extrêmement important que les résultats de ces programmes européens soient transmis aux futures générations, et pas qu'aux futures générations, mais en tout cas aux porteurs de projets, pour pouvoir justement éviter à chaque fois cet effet de rétropédalage et de retour en arrière dans la constitution des projets. Et donc, de manière tout à fait pragmatique, c'est de pouvoir venir nourrir avec ces projets, ces résultats de projets, la question d'une gouvernance territoriale en interne, mais également aussi, et comme je l'ai abordé tout à l'heure sur la question d'expérimentation, pouvoir disséminer l'ensemble des résultats sur d'autres frontières européennes dans le cadre effectivement de la recherche de solutions à des blocages juridico-administratifs. Et donc par ce biais-là, c'est de pouvoir pérenniser globalement ces questions de gouvernance dans les programmes européens. Et donc je terminerai aussi par ce biais-là, parce que je vois que l'heure tourne, mais il est pour nous en tout cas aussi essentiel. Et ça, c'est très clairement un enjeu pour nous, en tout cas de gouvernance, tel qu'on l'a appliqué récemment au sein de l'Eurométropole, c'est de pouvoir intégrer en tout cas une gouvernance qui soit multi-acteur, mais avec véritablement ces lettres de noblesse. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup dans le cadre des programmes européens sur ce multi-acteur, ce multi-institutionnel, ce multi-partenariat, donc des experts de la coopération territoriale européenne, mais comment, et d'ailleurs ce sera tout l'objet de la seconde session qui aura lieu cet après-midi, qui est de voir comment on peut intégrer aussi, a priori, les citoyens, en tout cas les forces vives du territoire, la société civile, dans ces enjeux de gouvernance au niveau des programmes européens. Et c'est vrai que beaucoup s'accordent de dire qu'il faut constituer de véritables consultations citoyennes européennes et donc intégrer davantage le citoyen et donc l'utilisateur final finalement des fonds européens dans ce cadre-là. Mais là où nous aborderons ça cet après-midi, c'est qu'il ne faut pas le faire de n'importe quelle manière et donc il faut véritablement aussi mettre en place une méthodologie qui puisse répondre à la fois aux enjeux de gouvernance qui sont fixés par les stratégies de chaque partenaire du territoire, mais également les indicateurs qui sont réalisés au niveau des programmes européens et singulièrement au niveau de l'Union européenne. Et donc par là, il faut voir comment nous pouvons trouver, dans le cadre de cette gouvernance, ce qui n'est pas simple, un véritable équilibre à la fois entre les différentes échelles, pour conclure un peu mes propos, différents acteurs, et surtout aussi comment voir et comment articuler finalement ces programmes européens qui n'ont pas forcément la même délimitation, par exemple, qu'un GECT, dans le cadre et de cette coopération territoriale européenne et de voir comment, de manière assez complémentaire, les programmes européens peuvent venir nourrir sur l'expérience que peuvent avoir certains porteurs de projets et sont nommés GECT, mais également inversement comment les GECT dans ce cadre-là, puisqu'ils ont été identifiés dans les règlements et dans les propositions de règlement de la Commission européenne, comment ces GECT ou tous ces organismes qui travaillent de manière assez sérieuse sur les bassins de vie transfrontaliers peuvent venir nous la réflexion et singulièrement administrative. Et donc, par ce biais-là, vous avez donc à la fois, je l'ai dit, une approche qui est à la fois une approche de gouvernance territoriale, qui est importante, une approche de gouvernance, on va dire, de projet, et qui nécessite un cas par cas aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, sur notamment la question des projets et notamment des différents secteurs, et plutôt une approche de la gouvernance de programme, de voir comment ce programme, ces programmes européens, et en l'occurrence ici Interreg, peut véritablement s'appuyer sur tout ce qui est dit au niveau des programmes et singulièrement au quotidien des opérateurs comme la MOT ou d'autres outils de prospective sur le sans être trop long et pour aussi pouvoir échanger par rapport à ces enjeux de gouvernance. On a perdu juste la fin de ta phrase. Voilà.
La fin de ma phrase, c'était juste pour vous dire que j'avais terminé, que je laissais la parole à ceux Parfait. qui voulaient comment dire, réagir parce que j'ai l'impression d'être un peu seul et donc c'est vrai que voilà, je préfère qu'on ait des échanges maintenant. Je comprends bien sûr. À ce moment-là, merci Loïc, hein. On va passer la parole à Patrice Arster, donc du GECT Eurodistrict Pamina, pour son témoignage donc, sur les structures transfrontalières et stratégies territoriales intégrées au sein des programmes FEDER. Voilà, je te passe la parole, Patrice. Oui, merci Pétia. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bonjour Loïc. Bonjour Patrice. Donc, je vais faire un petit aperçu assez rapide. Je vais prendre l'exemple en fait du Rhin supérieur et de son programme Interreg. Le Rhin supérieur donc, a une grande expérience Interreg depuis Interreg 1. Et le comité de suivi, en fait, qui est le comité le plus important à ce niveau-là, qui définit les programmes, qui les valide, les entérine. En fait, depuis toujours, les eurodistricts ou le GECT sont membres de ce comité-là. Et donc, le Rhin supérieur couvre globalement les 4 GECT qui existent sur ce territoire-là. Et nous sommes membres, en fait, du comité qui décide. Donc, de ce côté-là, je pense que nous, on n'a pas de souci avec les autorités Interreg. Et de ce fait-là, on arrive à participer à la co-animation et au développement territorial en transfrontalier. Donc ça, c'est pour nous quelque chose d'important. Et Frédéric Dubinage, qui est aussi dans la salle, bon, on a cette expérience-là de cette participation active en fait, au sein du programme. On a également, à ce niveau-là, trouvé un processus de coordination en matière de société civile, lorsqu'on a un projet commun, l'ensemble des 4 eurodistricts. Et on a aussi un projet en commun sur les micro-projets ou les petits projets à venir dans le futur Interreg 6. Donc ça marche relativement bien depuis pas mal d'années. Donc là, on ne se plaint pas trop. Maintenant, en termes de gouvernance territoriale, et Loïc l'a un peu abordé, le Rhin supérieur, c'est quand même une région qui est très grande, 6 millions d'habitants. Il y a la Suisse, il y a l'Allemagne, il y a la France, et les 4 GECT. Et en fait, on a un échelon local de proximité qui se retrouve au niveau des GECT, des eurodistricts, qui n'est pas forcément l'échelon du Rhin supérieur. Donc l'objectif, c'est dans la gouvernance de se partager, de se coordonner les choses, donc à différentes échelles territoriales. Et par exemple, nous, au niveau du GECT Pamina, l'enjeu qu'on a depuis pas mal d'années, et Loïc l'a abordé, c'est toujours pouvoir expérimenter. C'est avoir un cran d'avance, anticiper les règlements, anticiper les différentes directives européennes et pouvoir dire, ben là, je vais expérimenter quelque chose, je ne veux pas être un modèle, je veux être exemplaire sur un projet pilote ou un processus pilote. Par exemple, sur la programmation qui va se terminer sur Interreg 5, notre GECT voulait, à un moment donné, mutualiser les fonds FEDER, les fonds FSE sur son territoire, qui ne sont pas forcément les fonds FEDER Interreg, mais les fonds nationaux qui ne franchissent pas la frontière. Donc on a échoué parce qu'on était peut-être un peu trop visionnaire ou trop précoce dans le processus. Les futurs règlements nous permettent aujourd'hui l'opportunité, par exemple, d'utiliser les outils. Je prends l'exemple d'un outil qu'on voulait développer, élaborer, c'est les fameux ITI, les investissements territoriaux intégrés en transfrontalier. Donc les ITI existent depuis pas mal de temps, mais uniquement au niveau national, donc ne franchissent pas la frontière, sauf un petit ITI, je crois, au niveau de la Slovénie. Donc on a été fortement encouragé par la Commission, par la DG Regio de le faire. Et de compte fait, les règlements ont encore une fois été mal rédigés et on ne va pas faire un ITI transfrontalier parce que c'est trop compliqué. Je ne vais pas en dire beaucoup plus aujourd'hui. Si vous voulez en apprendre un peu plus, c'est au téléphone ou demain ou après. Mais on n'a pas abandonné quand même l'idée de mutualiser sur un territoire frontalier l'ensemble des fonds européens qui s'y trouvent. On a remarqué que sur notre territoire, le Bade-Wurtemberg était très fort en matière d'investissement FEDER. Un peu plus proche de notre territoire que le FEDER, anciennement Alsace ou Grand Est. Et on s'est rendu compte que finalement, à très peu de kilomètres et en grande proximité, 2 comités FEDER investissaient sans vraiment se connaître, et des fois sur des projets identiques. Donc on s'est dit, le GECT est une interface qui permet de mutualiser ces investissements sur son territoire GECT. Donc on a essayé d'expliquer aux 4 programmes qui nous concernent aujourd'hui, 3 programmes FEDER, les 2 FEDER allemands, des Länder allemands, le FEDER Grand Est, plus entre guillemets le FEDER Interreg, pour pouvoir se coordonner et mutualiser l'ensemble des investissements qu'on va réaliser sur notre territoire. Sans ITI, sans outils aujourd'hui qui existent. Donc en fait, il faut qu'on bricole, il faut qu'on expérimente.
Donc aujourd'hui, on a le feu vert de l'ensemble des 4 programmes. Chaque programme intégrera un volet transfrontalier pour permettre cette mutualisation. Bien sûr, on ne touchera pas au programme, aux programmations, au processus de pilotage et d'animation. Chacun va les conserver, sauf qu'il faudra se coordonner pour créer ce réseau, cette mutualisation territoriale des 4 fonds. Donc tout n'est pas fait, on a des réunions en cours, notamment avec la région Grand Est, hein, qui gère le FEDER Grand Est et qui pilote aussi le FEDER Interreg. Donc on est tous très, très optimistes, il y a une volonté au niveau de l'administration, au niveau politique, pour le faire, pour s'engager dans cette voie-là, dans ce processus-là. Alors, je ne vais pas le développer plus aujourd'hui parce que sinon ça va être très technique, mais juste pour donner un exemple de projet qu'on a envie de réaliser. Sur l'Eurodistrict, on a pas mal de projets d'innovation technologique qui sont très bons du côté bade-wurtembergeois sur l'intelligence artificielle, quels que soient les domaines, même sur la santé, par exemple. On aimerait bien qu'avec l'appui de l'Université de Karlsruhe et du Land du Bade-Wurtemberg, au niveau des FEDER, qu'on puisse créer des structures équivalentes d'appui ou d'accroche côté Alsace du Nord, donc côté français, avec un financement des investissements du coup qui viendrait du FEDER Grand Est. Et Interreg, c'est quoi finalement dans cette histoire-là? Interreg va tisser la toile transfrontalière sur les différents projets FEDER sur le territoire. Parce qu'il faudra quand même un peu de management, un peu d'assistance technique. Donc juste un exemple aujourd'hui, quand j'ai posé la question au cadre de programme, mais si une entité allemande dépose une demande au FEDER Grand Est, est-ce que ça va être accepté? Ah, grande question. Aujourd'hui, évidemment, non. Mais demain, oui. J'espère bien. Est-ce que la demande est équivalente dans le Bade-Wurtemberg, dans le Palatinat, au côté français? J'espère bien qu'on ne fasse pas un 300 pages d'un côté et un 10 pages de l'autre. Bon, ça, je ne pense pas. Mais qu'on le fasse aussi en bilingue. Est-ce possible? Aujourd'hui, non. Donc tout ça, c'est des enjeux qu'on a mis sur la table et des choses qu'il faudra faire, des obstacles qu'il faudra franchir pour y arriver. Et tout compte fait, si vous voyez un peu cette construction-là, qui pour moi est simple aujourd'hui, le GECT est en plein milieu. En fait, le GECT est l'outil, c'est l'interface pour réaliser l'ensemble de l'opération qui va aller sur des investissements territoriaux, qui d'emblée ne sont pas transfrontaliers, mais grâce à tout ce processus-là vont devenir transfrontaliers. Et ça, c'est quelque chose, le jour où ça marchera, peut être décliné sur n'importe quelle frontière. Donc ça, ce n'est pas un souci. Ça peut aussi être fait par une autre entité qu'un GECT. S'il y a d'autres structures transfrontalières, ces structures-là pourraient aussi s'en emparer. Donc ça, c'est un peu l'envie qu'on a. C'est aussi un peu, je dirais, entre guillemets, c'est un souhait aussi de la Commission européenne de dire, mais écoutez, sur des territoires où vous avez déjà tellement de fonds, même si ça se discute aujourd'hui, mais bon, en gros, il y a des fonds, échanger, parler entre vous pour que sur le territoire en proximité de frontières, ça se passe bien. Donc on va essayer de développer cet outil-là. On verra déjà d'ici un an comment on a réussi à le mettre en place. Et ensuite, on y croit beaucoup. Donc ça, c'est par exemple un enjeu qu'on appelle aujourd'hui, je n'ai pas le vocabulaire, donc de stratégie territoriale intégrée, parce que ce n'est pas un investissement territorial. Parce que si on prend ce vocabulaire, on va le confondre avec le règlement. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui peut être porteur à l'avenir pour d'autres frontières. Donc voilà un peu les propos que je voulais évoquer aujourd'hui, sans trop rentrer dans le détail. Maintenant, évidemment, on peut ouvrir le débat. Donc je serais assez intéressé, curieux de voir comment vous avez compris cette démarche-là, qui est simple à comprendre, peut-être un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais encore une fois, prenant aussi l'exemple de Loïc, ce qu'il a dit auparavant, quand on fait de la gouvernance en transfrontalier, vous êtes sur un territoire. Le territoire ne vous appartient pas, il appartient à tout le monde. Donc sur ce territoire-là, il y a des acteurs d'un côté et de l'autre de la frontière. Donc il faut créer cette symbiose avec l'ensemble des acteurs sur un objectif ou des objectifs communs et jouer le collectif. Parce que l'enjeu final, c'est quoi pour les citoyens? C'est que les investissements soient réalisés. Pas d'un côté uniquement. Donc là, c'est tout l'enjeu, savoir mutualiser aussi. Un autre exemple qu'on a fait depuis pas mal d'années, si vous avez des soucis d'infrastructure en proximité, je prends l'exemple d'une piscine, nous, on a investi dans une piscine côté allemand, côté français, la piscine, c'est pas réalisé. Mais elle est là pour l'ensemble des citoyens de l'Eurodistrict. Donc on mutualise même à ce niveau-là. Que ce soit un centre culturel, on n'en a pas deux, on en a un côté français, il bénéficie à la population allemande. Il faudra faire un effort pour la traduction, pour le rendre bilingue. Et peut-être un dernier exemple,
Sans traité d'Aix-la-Chapelle, je pense qu'on en parlera encore aujourd'hui, sans directive européenne, sans rien du tout, on a chez nous des stations d'épuration transfrontalières qui sont au-delà des normes européennes. Juridiquement, on a pu le faire sans aucun traité, sans convention, sans rien du tout. Donc tout ça, c'est possible aujourd'hui. Donc il ne faut pas toujours chercher un outil dont on a besoin. On peut faire beaucoup de choses si on se comprend bien et si on raisonne dans l'expérimentation, dans la création, dans l'aspect pilote. Donc voilà un peu l'intro que j'avais envie de donner aujourd'hui. Merci. Les gens présents sur place, les gens en distanciel, comme on dit. Donc, je vous invite à interagir, à réagir, à nous poser vos questions, peut-être un témoignage sur ces points. Moi, je pense que le sujet donc, des programmes européens, de la gouvernance dans les programmes européens, c'est un sujet vaste, c'est un sujet avec beaucoup d'éléments aussi variés. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, y compris pour apporter un élément supplémentaire. Donc, qu'est-ce que ça vous invoque? Qu'est-ce qui vous interroge? Notamment pour la programmation 21-27, il y a quand même beaucoup de choses au niveau de la gouvernance qui changent. Donc, voilà, je suis là pour vous accompagner et vous écouter. Et également, nos co-animateurs sont là aussi pour réagir sur voilà, tout ce que vous auriez envie de partager avec nous. Si les personnes dans la salle souhaitent intervenir, je me déplacerai à côté de vous, je tiendrai le micro, voilà, parce que c'est le mien. Voilà, on ne le partage pas. Ou bon, c'est pas grave, je me déplacerai, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Sinon, pardon, vous pouvez vous lever aussi, voilà, il y a un micro qui est juste derrière, c'est comme vous le souhaitez, voilà. C'est aussi très intéressant, les gens à distance, peut-être une autre structure transfrontalière qui souhaite prendre la parole, qui est un petit peu, voilà, comme Patrice, par exemple, si vous êtes dans le comité, notamment pour la préparation des programmes, n'hésitez pas à prendre la parole, peut-être justement créer cet échange d'expérience. On a une réaction d'Adeus. Quelle est la place des agglomérations des métropoles frontalières dans les programmes européens à venir? Nos co-animateurs. Voilà, on pose une question. Ce que je peux dire à l'ADEUS, parce que là, ça concerne le Rhin supérieur et donc le comité qu'on a sur Interreg 5 et le Futur 6. Il faut solliciter l'adhésion, il faut demander à ce que vous puissiez intégrer le comité qui est déjà assez grand. Je regarde Frédéric Duvillage, donc on est Jean-Baptiste aussi, on est déjà assez nombreux. Mais il me semble absolument incontournable que les métropoles doivent y avoir leur place. Ça, c'est mon avis personnel, évidemment. Je crois que le règlement le permet aussi. Après, c'est une volonté politique de la présidence, des partenaires actuels du comité de suivi, d'ouvrir ou ne pas ouvrir. Je sais par expérience, parce que j'en ai fait pas mal sur des années, souvent les GECT, quand ils sont créés, ne sont pas systématiquement membres d'un comité Interreg, ce qui est la plupart du cas, voilà, c'est la plupart du cas aujourd'hui, au moins côté français. Donc on a du mal à rentrer dans ces comités-là. Chez nous, l'exemple est un peu différent parce que, bon, je prends mon exemple à moi en tant que GECT. À un moment donné, on a été autorité de gestion, et à l'époque, on disait autorité de paiement sur un Interreg. Donc, on était déjà Interreg nous-mêmes. Et d'emblée, cette ouverture-là, on l'a eue avec nos autorités françaises et allemandes, les Länder et l'État de la région. On a toujours pu assister, on a toujours été intégré parce qu'on apporte une plus-value. Il faut le voir comme ça, quand on est partenaire, c'est une plus-value en fait en termes de développement territorial. Donc, je pense que l'enjeu pour l'ensemble des comités aujourd'hui, c'est de dire, allez-y tous, toutes les structures, tous les GECT, tous ceux qui ne sont pas membres, sollicitez une adhésion, devenez membre d'un comité, parce que vous êtes une plus-value en fait pour les autres partenaires. Quelqu'un d'autre souhaite réagir? Loïc, peut-être tu souhaites dire quelques mots?
Oui, mais non pas, enfin, pas spécialement en complément Patrice a résumé un peu les propos. Simplement dire que donc nous, juste pour confirmer ce que Patrice disait, que tous les GCT ne sont pas forcément donc dans les comités, comment dire, de sélection des programmes Interreg. Donc c'est d'ailleurs notre cas. Mais je pense par ailleurs que ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est vraiment cette notion de complémentarité. Je l'ai dit et redit dans mon intervention, mais c'est vraiment important de se retrouver dans la même gestion, et en tout cas dans la même, dans le même, dans la même optique. Je vais prendre un exemple, hein. Si vous prenez par exemple la question de la qualité de l'air, notamment sur la frontière franco-belge, qui est un vrai enjeu de politique publique et même de politique de santé publique, on se rend compte par là qu'il est véritablement nécessaire, dans ce cadre-là, d'avoir vraiment une vision décloisonnée du processus, parce que la qualité de l'air engage aussi certaines, en tout cas, décisions sur la question de la mobilité et également aussi va avoir des impacts en matière de communication vers le citoyen. Donc, ce que je veux dire par là aussi, au-delà de la question de la présence dans les comités de sélection, c'est qu'il est nécessaire que les acteurs du territoire se parlent en amont, à tout le moins, s'ils ne sont pas présents dans le comité de sélection, pour pouvoir véritablement avoir une vision précise des blocages qui sont, en tout cas, organisés, qui sont présents sur le territoire. Parce que dans le cas de la qualité de l'air, vous avez beau avoir un jeu de données qui soit maintenant pour demain, comment dire, similaire entre la France et la Belgique, en tout cas sur le bassin de vie qui est celui de l'Eurométropole et courte tournée. Mais derrière, il y a tout un dispositif aussi qu'il faut mettre en place sur la question de la gestion de crise, la question de la mobilité, la question de l'information vers le citoyen. Donc ce que je veux dire là, c'est qu'il faut, et ce n'est pas une incantation, mais c'est véritablement travailler en amont, et le programme Interreg peut être ce marchepied sur la question du décloisonnement entre à la fois les régions, les acteurs, mais également sur certaines thématiques qui sont vraiment essentielles et prioritaires pour le territoire. Voilà, sans être trop long. Merci Loïc. Une réaction? Oui, bonjour, Jean-Baptiste Vandeville, conseil départemental des Ardennes, qui est justement autorité partenaire du programme Interreg France Wallonie-Vlaanderen et qui, de ce fait, est membre des différents comités. Alors, la petite remarque, c'est que nous, on sent bien que quand nous avons des réunions, c'est quand même compliqué quand le volet français arrive. Nous sommes déjà actuellement 10. Il y a l'État, les 2 régions, les 7 départements qui sont représentés. Donc, des partenaires supplémentaires, c'est très compliqué quand en face, notamment la Wallonie, il y a 2 interlocuteurs. Et ce n'est pas simple pour eux, ils ne comprennent pas. Bon, c'est la complexité française, certes, mais là, clairement, avoir d'autres membres français au comité, ça n'est pas simple. Très franchement, c'est là où malheureusement, il y a peut-être un souci où ça sera peut-être compliqué effectivement d'élargir, parce que très clairement, nous sommes déjà assez nombreux au niveau français, donc rajouter encore des membres, je ne suis pas sûr que les autres versants acceptent très facilement la chose. Par contre, donc, nous, notre rôle, c'est quand même de, je dirais, remonter toutes les informations. Là, actuellement, nous sommes justement en train de préparer la future programmation. Nous avons des ateliers qui vont se tenir la semaine prochaine et un atelier sur la gouvernance qui va se tenir à la fin du mois. Mais auparavant, nous, en partenariat avec la région Grand Est, nous avons organisé des pré-ateliers pour bien remonter toutes les informations des partenaires locaux. Et donc, clairement, nous représentons l'ensemble du territoire, tous les partenaires. Vraiment, l'idée, c'est que ce programme va être vraiment écrit en co-construction avec l'ensemble des partenaires locaux. Par contre, comme je disais, pour une représentation au niveau des comités, là, c'est quand même plus compliqué. Malheureusement, je pense qu'au niveau du programme Interreg France Wallonie-Vlaanderen, ça sera très compliqué, de par la dissymétrie justement qui a été évoquée à un moment entre les territoires et cette particularité française où les compétences sont réparties entre différents partenaires. Et là, c'est quelque chose que certaines fois, nos partenaires belges ont un peu de mal à comprendre. Voilà. Peut-être une réponse que je peux donner. Je prends 2 exemples. Je prends l'exemple du Rhin supérieur. On a France, Allemagne, Suisse. Chacun, si on veut raisonner de manière théorique, chacun sa petite délégation. Hein, voilà. Bon, c'est un peu le politique.
Les structures transfrontalières, c'est un quatrième bloc. Ça n'a rien à voir avec le côté français, le côté allemand, le côté suisse. C'est à part. Donc, en fait, on a 4 délégations. Hein. Et ça marche très très bien. C'est à peu près équilibré. Si je prends l'exemple du traité d'Aix-la-Chapelle, parce qu'on avait ce problème-là aujourd'hui, il n'y a pas de délégation franco-allemande. Hein. Il y a France-Allemagne et puis il y a les entités transfrontalières, les eurodistricts qui sont à part. Et ça marche sur le papier très bien. Des fois, en réalité, bon, il faut vraiment se remuer pour qu'on nous entende. Hein. Donc ça, c'est clair. Mais on ne raisonne plus en France-Allemagne, en nationalité, mais on raisonne en transfrontalier. Et je pense qu'une fois qu'on a compris ces enjeux-là, c'est beaucoup plus simple d'intégrer ces structures transfrontalières. Voilà. Maintenant, s'il y en a de trop, évidemment, il faut faire un tri. Donc, Frédéric Duvinage, moi, ce que je remarque, c'est qu'en une dizaine d'années, Pamina et l'Eurodistrict, par exemple, il y a 10 ans, c'était 2 structures complètement différentes qui fonctionnaient, mais d'une manière très différente. Pour moi, il y avait le benchmark, ça n'apportait pas grand-chose au niveau de Pamina. On faisait de l'aménagement, Pamina faisait, comme il dit, la gestion des fonds européens tout au début. Avec les années et avec l'intégration dans le Rhin supérieur au niveau du groupe de travail Interreg, comité de suivi Interreg, maintenant avec le traité de l'Aix-la-Chapelle, ce que l'on voit sur le Rhin supérieur, c'est que, de mon point de vue, même si nous on a une partie suisse, en fait, il y a un rapprochement entre les 4 structures transfrontalières au niveau des activités, au niveau de la manière de travailler. Et on voit aussi que pour notre territoire, les politiques de l'Union européenne en fait passent mieux maintenant qu'on est dans le groupe de travail Interreg, parce que en fait au niveau des collectivités locales, qui sont souvent les principaux financeurs, hein, avec la région et le département, mais aussi Saint-Louis Agglomération, un des grands financeurs, ils sont assez loin de ces stratégies et de ces politiques européennes. Donc l'Eurodistrict permet de faire le lien entre les politiques européennes et les collectivités locales ou les communes allemandes qui sont dans leurs compétences et dans leurs projets, mais souvent les politiques européennes donnent une dimension en plus qu'ils n'auraient pas tout seul. Alors, est-ce qu'on a d'autres réactions sur le volet européen de la journée? On peut passer à la séquence suivante. C'est vraiment en fonction fonction des questions qui viennent. Donc, il n'y a plus de questions, il me semble. Bon, après, moi, à titre personnel, c'est vrai que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments évoqués dans la question des programmes européens. Je pense notamment, après, effectivement, ce sont un petit peu des données comme ça que je connais moi un peu plus loin que vous êtes en première ligne, notamment sur la question pour les structures transfrontalières, effectivement, cette idée maintenant de se doter de stratégies territoriales et donc de pouvoir en fait participer à cette gouvernance européenne. Moi, je pense que c'est aussi une question très vaste et voilà, avec beaucoup d'éléments, beaucoup de contenu. Hein, mais voilà, donc, je vous laisse effectivement, vous, les acteurs du terrain, à intervenir, à prendre la parole. Donc, si on n'a plus rien à dire sur ce point-là, on a une question qui est tombée. SCU, d'accord. Bah, écoutez, prenez la parole, je vous en prie, à distance. Oui. Bonjour, Sabrina Courtsi. Je vais parler un peu plus fort, s'il vous plaît, un peu plus fort, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Donc, je suis Sabrina Courtsi. Je représente la région Wallonne. Vous m'entendez là? C'est mieux? Oui, on vous entend, allez-y. Ok. Et je suis aussi représentante de l'autorité de gestion du programme Interreg France Wallonie-Flandre. Et donc, en complément de ce qui a pu déjà être dit sur la participation et la composition des comités, je voulais aussi indiquer qu'il y a une question de conflit d'intérêts que l'on se pose dans le fait d'intégrer ou pas des structures territoriales intégrées comme des GECT ou des GEIE, peu importe, parce que ces structures peuvent aussi être porteuses de projets.
Et donc, la question que l'on se pose, c'est comment éventuellement gérer cet aspect-là des choses, puisqu'ils peuvent à la fois être opérateurs, bénéficiaires des fonds et s'ils intègrent un comité de sélection, sélectionner aussi les projets. Donc voilà, c'est aussi une question que l'on se pose au-delà du fait de la multiplicité qui a été évoquée par le collègue du département des Ardennes, sur le fait que les comités, si on est déjà très nombreux, c'est compliqué de bien travailler ensemble quand le nombre devient un peu trop conséquent. Et par ailleurs, je voulais aussi indiquer, ça a été soulevé, le fait que les GECT sont, en tout cas dans le cadre de la préparation d'Interreg 6, sollicités dans la préparation, et donc toute leur expertise est prise en compte ou va être prise en compte ou l'a déjà été sur ce programme. Dans un premier temps, on a déjà fait des interviews et on a déjà sollicité à la fois des autorités mais aussi des experts. Et comme ça a été indiqué aussi, ces experts vont être, ou une autre frange d'experts vont être aussi sollicités pour participer aux ateliers qui vont nous aider à définir de manière plus spécifique la stratégie du programme, et ces ateliers auront lieu au mois de septembre. Et donc, dans ce cadre, les autorités sont en train d'établir les listes des experts qui participeront à ces ateliers. Donc, c'est multithématique. Et il y a aussi un atelier gouvernance qui est prévu. Et donc, on attend les différentes listes, mais j'imagine que pour parler de ce territoire-là, j'imagine que le GECT l'île Courtrai-Tournai sera invité, comme pourquoi pas le GEIE Ardennes et peut-être le GECT aussi Côte d'Opale, pour n'en citer que 3. Voilà. Je vais peut-être donner une réponse sur la première question de cette notion de conflit d'intérêts. Je vous conseille de vous rapprocher de l'autorité de gestion qui s'occupe d'un intérêt grain supérieur. Ça n'a rien à voir avec un GECT, le conflit d'intérêts. Je donne l'exemple. Notre comité est composé de la région, des départements, des Länder allemands, de tout ce qui existe en France en Allemagne en termes de collectivité territoriale ou étatique. Chacun de ces entités-là, ou chacune, porte un projet et porteur de projet. Je ne suis pas encore au GECT. La région Grand Est porte 4 à 5 projets Interreg 5 en ce moment, co-préside le comité de suivi. Conflit d'intérêt est réglé de la manière suivante, c'est que dès qu'un projet est sur la table avec un cofinancement de ces structures-là, elles n'ont pas le droit d'intervenir. Point barre. Ou moi, je quitte la salle s'ils ont envie de quitter la salle. Ça, c'est un classique de gestion que vous retrouvez dans toute collectivité normalement. Donc, c'est très facile à mettre en place. Mais je précise, ça n'a rien à voir avec un GECT. Moi, je porte aujourd'hui 5 projets Interreg 5 en tant que GECT. Frédéric Dubinin, j'en porte aussi. Dès que notre projet arrive sur la table, on ne dit rien. On n'intervient pas. Voire on quitte la salle pour boire un café à l'extérieur et on revient. C'est réglé sans problème. Ça n'a jamais posé problème depuis Interreg 3. Donc ça aussi, vous pouvez le régler. Vous pouvez même définir un règlement intérieur, hein, c'est encore mieux. Et la présidence ou le secrétariat, l'autorité de programme gère ces situations sans aucun souci. Voilà. Sur le deuxième point, donc vous avez répondu. Donc tout le monde est associé. Chez nous aussi, dans le Rhin supérieur, on a eu des ateliers. Tout le monde a été associé. Tout le monde a pu s'exprimer dans le cadre de la future programmation. Donc là aussi, c'est bien de le faire. Voilà, je peux vous conseiller de poursuivre dans cette démarche-là, d'ouvrir, d'expérimenter. Voilà. Je peux reprendre la parole? Bien sûr, je vous en prie. Si effectivement, au niveau de la sélection des projets, bon, de toute façon, je vous rassure, on a aussi nos
nos règlements d'ordre intérieur avec les critères de respect de la déontologie et du conflit d'intérêts, donc les choses sont mises en place. Si au niveau de la sélection des projets, on peut évidemment demander, comme c'est déjà le cas, à ceux qui ont je veux dire, une implication de manière proche ou même un peu éloignée, de s'abstenir de prendre la décision. C'est plus compliqué quand on définit une stratégie et qu'on est en comité de suivi où on réoriente les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et par ailleurs, les régions, les départements ou en Belgique, les régions et les provinces, ce ne sont pas les mêmes personnes qui prennent la décision d'orienter la stratégie ou celles qui mènent le projet pour autant qu'un département, une direction ou un département de l'administration, si je puis dire, des services, réalise le projet. Donc, il y a une grande, enfin, je veux dire, il y a une énorme distance entre le service de l'administration qui va réaliser le projet et puis l'autorité qui, à la limite, parfois, enfin, dans notre comité, on a beaucoup de politiques qui interviennent. Donc, voilà, il y a une grosse différence, enfin, il y a une distance, je veux dire, entre ceux qui décident de la stratégie et puis ceux qui mènent les projets, même si ils sont sous la même coupole d'une même autorité régionale ou départementale. Loïc, si tu souhaites juste prendre la parole avant de passer à la séquence suivante. Tu n'entends pas? Non, pas de complément, tout a été dit. Parfait. On est dans les temps. On peut passer donc à la deuxième partie de la matinée consacrée aux questions institutionnelles de toutes ces structures transfrontalières. Quand on a échangé au moment de la préparation donc, de la journée, on a bien sûr beaucoup échangé avec Loïc et Patrice et donc on a évoqué entre nous, eux ils ont surtout souligné, on va dire l'actualité et l'importance d'énormément de questions. D'ailleurs, ça a toujours été d'actualité depuis que les structures existent. Il y a quand même quelques points qu'on a un petit peu sur lesquels on a plus mis l'accent, qu'on va chercher à aborder donc avec eux aujourd'hui et bien sûr en espérant que vous réagissiez, que vous preniez la parole en nous partageant également vos expériences, vos réussites, vos soucis. Voilà, donc il y a quelques petits triangles à titre, on va dire, indicatif déjà pour lancer le débat. Je vais leur passer la parole de toute façon. C'est toujours nos co-animateurs qui sont là pour mener ces discussions avec vous. Et donc, cette fois-ci, on peut commencer par Patrice. Je t'en prie. Donc, les questions institutionnelles, regard croisé entre l'Eurodistrict PAMINA, l'Eurométropole et le Autriche-Tournai sur donc, toutes ces questions donc, institutionnelles en matière de gouvernance pour les structures transfrontalières. Voilà, puis on va démarrer avec un classique, donc on ne va pas tout faire aujourd'hui, c'est les compétences. Je reprends un peu ma casquette de GECT que je connais bien. Je me rappelle parce que j'étais dans le groupe d'experts en 2004, donc quand les premières réunions ont lieu au comité des régions pour rédiger le premier règlement qui a été publié en 2006 sur le GECT. Nous étions déjà syndicats mixtes, pas encore GECT, depuis 3 ans, donc on avait déjà une expérience de fonctionnement. Et à l'époque déjà se posait la question de la compétence. Donc, je me souviens que le rapporteur que je connaissais bien, Jan Olbricht, un Polonais, a eu beaucoup de soucis pour faire valider le règlement parce que, par exemple, les Länder allemands, au début, ont refusé de cautionner ce GECT ou ce règlement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de la compétence, qui perdait la souveraineté en tant que langue. Donc cette peur-là a fait qu'ils étaient très, je vais m'exprimer comme ça, très prudents avant d'adopter le texte. Et finalement, la démocratie l'a emporté, la majorité a dit oui, à très peu de voix près en 2006.
Ensuite, le règlement a évolué. 2013, on a eu le nouveau règlement. Donc, on a intégré beaucoup de choses avec une expérience déjà de fonctionnement parce que des GECT ont été créés. Et d'ailleurs, le premier qui a été créé en 2008, en janvier, c'était bien celui-là que Loïc dirige aujourd'hui. Donc, il a géré la plus grande expérience, normalement, de GECT, le plus ancien qui existe. Tout ça pour vous dire qu'encore aujourd'hui, quand même, cette notion de compétence revient régulièrement, puisque le règlement 2013 ne prévoit rien sur les compétences. Je prends l'exemple du côté allemand, que ce soit le Bund ou les Länder, n'engageront jamais une discussion ou une voie juridique qui va s'ouvrir pour dire je transfère ou je délègue une compétence à un GECT. Ce n'est pas encore le cas. Côté français, ça a un peu évolué sur deux niveaux. On a l'exemple de la loi sur la mobilité en France, à la LOM, en fait, où il y a un amendement qui a été déposé. Et aujourd'hui, ceux qui en ont la compétence peuvent déléguer, pas vraiment transférer, mais déléguer par voie de conventionnement la compétence transport public ou bus ou autre à un GECT. Ça, c'est le côté français. Mais le côté allemand ne l'a pas fait. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui, parce que vous avez toujours un côté qui manque. Et vous n'allez pas, en tant que GECT, travailler que le versant français. C'est pas votre travail. Voilà. Donc, juste cet exemple-là pour dire, ça bouge. On voit que finalement, cette notion de compétence fait son petit chemin. Et puis, le deuxième élément qui est très intéressant, et je vais revenir un peu dessus, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle. Le traité d'Aix-la-Chapelle, on a aussi beaucoup travaillé, on a fait des propositions, on l'a depuis 2 ans. Il y a un grand chapitre, un grand volet sur le transfrontalier. En gros, il y a 4 blocs intéressants là-dedans. Il faut qu'on s'occupe des obstacles pour les citoyens, il faut les réduire, il faut les éliminer. Il faut s'occuper des obstacles pour les porteurs de projets, parce que souvent le porteur de projet a des soucis administratifs, de mise en œuvre, etc., ou justement de compétences différentes. Si tout ça, ça ne fonctionne pas, il y a un bel outil qui s'appelle on va vers un acte dérogatoire. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le débat franco-allemand, ce n'est pas encore fait, il faut modifier la Constitution en France, il y a un tas de débats aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, ni pour cette année. Et puis, il y a un 4e élément que tout le monde oublie, mais qui concerne les eurodistricts et les entités transfrontalières. Dans ce traité d'Aix-la-Chapelle, c'est quoi? On peut doter les eurodistricts ou les GECT, si on veut, chez nous, dans le rang supérieur, ou les entités transfrontalières qui ont une personnalité juridique de compétences appropriées. Point. Personne aujourd'hui n'a défini ou peut me dire ce que c'est. Mais c'est dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Donc on sait à peu près ce que ça veut dire, mais personne s'y intéresse aujourd'hui, sauf nous. Donc, quand on voit un peu cette notion, et si on a travaillé de transfert de compétences à un GECT ou à une entité transfrontalière, elle n'est pas simple. Et ça, c'est universel. Vous avez une frontière à un moment donné, la frontière s'ouvre, il n'y a plus de problème, plus d'obstacles, logiquement. Les compétences de part et d'autre ne sont jamais identiques. Jamais. Donc, vous avez un différentiel de compétences. Donc, même si vous transférez une compétence d'un côté, vous aurez un problème en tant que structure transfrontalière parce que de l'autre côté, vous n'avez pas la même chose. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recréer une nouvelle compétence. Et moi, ce que j'ai écrit, ce que je dis encore aujourd'hui, donc en fait, vous allez faire quoi? Vous remettez un barbelé autour de votre structure, votre aire géographique. Donc, vous créez une nouvelle frontière. Ce n'est pas souhaité. Donc, ce n'est pas ça le rôle d'un GECT, le rôle d'une structure transfrontalière. Au contraire. Donc, si on va un peu plus dans la réflexion, la compétence appropriée, premièrement, il faudra la définir juridiquement. Pour moi, elle repose sur un différentiel de compétences d'un côté ou de l'autre. Donc, un GECT ou, prenons le traité d'Aix-la-Chapelle, les eurodistricts, si on les dote de compétences appropriées, c'est bien pour réduire ce différentiel de compétences de part et d'autre de la frontière. Ça ne repose pas du tout sur « je te pique ou tu me transfères ta compétence ». Ce n'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, nous, on a ouvert la boîte et le débat. Déjà, cette année, parce que j'ai eu pas mal de discussions, comme je les connais bien, on est en train de discuter au niveau de la DG Régio. J'ai discuté avec le comité des régions et on a discuté avec la MOT. Donc, on va faire une démarche commune pour dire à un moment donné, mais est-ce que cet exemple, c'est pas un modèle, est-ce que cet exemple du traité d'Aix-la-Chapelle qui doterait, parce que c'est marqué dans le marbre, de compétences appropriées des eurodistricts qui sont GECT, est-ce qu'on ne pourrait pas modifier le règlement des GECT? Parce que il ne va pas être modifié prochainement, apparemment. Il est bien, celui-là de 2013,
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir, enclencher un chantier pour dire, si dans le règlement des GECT, on introduit cette notion de compétence appropriée, mais il faut bien sûr la définir. Pour l'instant, même dans le traité, elle n'est pas définie. Est-ce que c'est une approche intelligente? Est-ce que c'est une approche universelle? Est-ce que c'est quelque chose qui peut servir toutes les frontières en Europe? Puisqu'on ne touche pas à la souveraineté, on ne touche pas à un transfert de compétences immédiat et qui est souvent très brutal, mais on touche à autre chose. On touche en fait là où ça fait mal, sur le différentiel lié à la frontière. Et donc ça, c'est un chantier qu'on va engager de manière collective, parce que bon, ça nous dépasse complètement en tant que petit GECT, on ne pourra pas le faire. Hein, et moi, je ne travaille jamais comme ça dans mon petit salon, comme on dit, tout seul. Hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut partager, il faut motiver, il faut peut-être créer un cercle, une structure, un réseau, un petit groupe. Il faut des juristes connaissant parfaitement les règlements européens, les droits des différents États. Si on peut prendre peut-être, mais piquer une ou deux frontières, ce serait pas mal pour voir comment on peut raisonner là-dessus. Mais je pense que ça, c'est un chantier pour plusieurs années et qui pourrait permettre même, je prends les propos de Dirk Peters, la DG Regio, qui est le grand monsieur GECT juridique, il a dit mais écoute Patrice, ça peut être même plus simple que le ICBM. Voilà. Donc vous voyez un peu l'importance de ce chantier-là, hein, qu'on a envie de démarrer avec vous, avec la MOT, avec tout le monde, pour voir si on peut aller un peu plus loin. Ou est-ce qu'à un moment donné, les juristes vont dire non, non, on va se heurter à un mur, ce ne sera pas faisable, il manque un petit instrument, il manque un petit document, un petit traité, une petite convention. Oui, mais allons-y quand même. Je pense que là, il y a une opportunité d'expérimenter quelque chose d'assez exceptionnel. Et voilà, c'est ce que nous, on propose. Donc, dans ce titre de compétences appropriées, généralisées, pas forcément dans un traité. Voilà. Peut-être avant de passer la parole à Loïc, juste reprendre ce que dit Patrice en tant que juriste, je vous donne juste une petite idée comme ça. Effectivement, ce que dit Patrice est très juste dans le sens où, effectivement, à partir du moment où vous avez une notion dans un traité international qui n'est pas définie, on peut s'en saisir. Et je pense que c'est tout à fait faisable à droit constant, dès lors qu'en France, on a quand même des difficultés d'avancer sur la réforme constitutionnelle. Ce sont quand même des questions institutionnelles très, très lourdes en France. Voilà. Donc, se saisir d'une notion qui est peu définie, donc on ne connaît pas le contenu, et à droit constant, faire en sorte de la remplir. Et donc, c'est tout à fait la bonne démarche. En tous les cas, voilà, quel que soit le résultat, juridiquement, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour pouvoir avancer. Donc, vous savez, aujourd'hui, les structures transfrontalières ne peuvent pas exercer des compétences à place de leurs membres, mais on ne veut peut-être pas non plus aller jusque-là. L'idée, c'est de faire en sorte que les entités transfrontalières puissent agir à leur niveau, mais tout en améliorant donc effectivement l'action pour tout le monde. Je vais passer la parole à Loïc. Voilà. Excuse-moi, Loïc, de t'avoir dévancé, mais effectivement, on attend avec intérêt ta position sur cette question. Voilà. Non, merci Pétia, c'est tout à fait exact. Moi, donc, bien évidemment, donc nous, sur la frontière franco-belge, on n'a pas comment dire, d'équivalent au traité d'Aix-la-Chapelle. Et notamment aussi du fait qu'on n'a pas la même structuration, en tout cas ministérielle, voire même d'échanges politiques que peut avoir notamment le franco-allemand. Néanmoins, peut-être une petite réflexion, c'est tout à l'heure quand j'évoquais la question de l'ICI, pas de l'ICBM, pardon, mais de l'expérimentation au travers de la programmation européenne, c'était à ça aussi où on touche un peu du doigt cette question de compétences appropriées. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est vraiment important, au-delà de la question de la symétrie-asymétrie, sur laquelle on a longuement parlé, qui est vraiment, on va dire, par moments assez freinante, parce que c'est deux juridictions qui sont complètement différentes. Et la question aussi, peut-être, de se poser la question de savoir si cette compétence appropriée, en tout cas, ça c'est une réflexion que je mets comment dire, au centre du jeu, se dire est-ce qu'on applique cette compétence appropriée pour l'ensemble effectivement des blocages juridico-administratifs, en tout cas des thématiques prioritaires du GECT, ou si on ne va pas simplement utiliser cette compétence appropriée pour gérer, en tout cas, une problématique qui nous semble, comment dire, véritablement essentielle. Donc, par exemple, nous, on a connu sur la frontière franco-belge un élément assez perturbant durant le Covid, qui était une rupture d'une digue de nettoyage de betteraves sucrières, donc qui a été une rupture qui a déversé plusieurs tonnes de litres comment dire, de produits toxiques dans les SCO, et bien évidemment les SCO remontent
jusqu'à Anvers, et cette rupture de digue qui n'était pas sur le territoire d'Eurométropole est passée par le territoire d'Eurométropole et devait en tout cas réactionner une certaine collaboration entre les deux États, voire les régions en fonction des compétences. Donc ce que je veux dire par là, c'est de voir comment, à un certain moment, quand on se retrouve face à des risques de cette ampleur-là, comment on peut aussi agir de manière rapide sur telle ou telle, en tout cas, gestion de risque. Et donc c'est là aussi où c'est pas une observation, c'est pas une remarque, mais c'est plutôt une question, c'est plutôt une réflexion au travers de ces compétences appropriées, de voir dans quel contexte on peut effectivement les faire émerger, parce que moi je vois en tout cas toute la plus-value que ça peut avoir, si ça a une véritable plus-value, de pouvoir traiter tout ce qui traite à la question plutôt environnementale, bien évidemment, et parce que c'est celle qui me vient le premier en tête, et d'autres me diront oui, mais il y a la question aussi de la mobilité, la question de l'emploi, bien évidemment, mais c'est de voir donc plutôt poser cette question-là, qui est de dire, ben voilà, finalement, est-ce que cette idée qui émerge au sein du traité d'Aix-la-Chapelle, est-ce qu'elle peut être appliquée, et Patrice peut peut-être donner quelques éléments, mais est-ce qu'elle peut être appliquée à l'ensemble d'une compétence, et donc vraiment se dire, voilà, sur toute une série en tout cas de faits, on va avoir cette notion-là de compétences appropriées. Peut-être que ma question est peut-être un peu trop tôt. Ou est-ce que justement, on ne serait pas plutôt dans une activation de ce type de compétences appropriées lorsqu'il y a vraiment une gestion de risque? Et donc là, c'est risque, non-risque, voir comment ce type de compétences peuvent être partagées, tout en sachant que, bien évidemment, il ne s'agit pas, pour moi en tout cas, et ça c'est plutôt personnel, d'avoir ce type en tout cas d'outils uniquement pour faire du juridique et du juridique au juridique, mais d'être en tout cas là pour construire et faire de la gouvernance territoriale. Et c'est bien aussi là tout l'enjeu pour moi de ce type d'exemple, en tout cas de discussion qu'on peut avoir au travers de cet enjeu de compétences appropriées. Et on peut avoir cette discussion là aussi sur la question de l'installation des éoliennes le long de la frontière, qui sont à équidistant et réglementaires du côté français, mais qui ne sont pas forcément sur les habitations du côté belge, parce que l'éolienne posée sur le territoire belge, donc sur français, pardon, et n'est pas forcément aux distances réglementaires du côté belge. C'est un peu l'exemple qu'on avait pris sur la question d'ICBM. Et donc, il faut voir aussi si ça peut répondre à ce type, comment dire, de réglementation, qui là, pour le coup, ne sont pas finalement des utilisateurs finaux tels que les citoyens ou les décideurs publics, mais sont plutôt la destination de privés. Et donc là aussi, voir aussi comment ces compétences appropriées peuvent s'ouvrir dans cette discussion publique-privée dans la constitution d'une gouvernance territoriale. Donc c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup d'interrogations, mais voilà, je les mets au centre du jeu. Peut-être juste une petite réponse, Loïc, et à tout le monde, pour que vous compreniez bien. Dans le cas du traité d'Aix-la-Chapelle, donc il y a eu la phase préparatoire, et dans la phase préparatoire, il y a eu un premier projet de texte où il y avait marqué, dans ce texte, concernant les eurodistricts, il était écrit « transfert de compétences aux eurodistricts ». Puis moi, j'ai rendu un rapport, j'ai effectivement démontré aux autorités françaises et allemandes que c'était un non-sens de faire un transfert comme ça, de but en blanc, à un eurodistrict, et qu'il y avait une autre approche. Donc ce vocabulaire a été rayé du texte définitif, et du coup, on a trouvé le vocabulaire que j'aime bien, de compétences appropriées. Maintenant, par contre, il faut le définir. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire hein, de l'ensemble de ce qu'on a fait au niveau de la préparation du traité. Compétences appropriées, j'ai vu, j'en ai parlé ce matin avec Jean, mais Pétia le sait aussi, que dans le projet d'alliance, qui va peut-être, on en parlera peut-être cet après-midi, cette notion est déjà intégrée. Bon, c'est encore un projet d'alliance. Et on a vu quelques échanges aussi de messages récents où on a compris que le comité des régions allait reprendre cette notion-là. Donc quand on dit comité des régions, forcément c'est plateforme GECT derrière. Donc ça fait son petit chemin, donc on ne sera pas tout seul, heureusement, parce qu'il y a de multiples frontières en Europe, et comme Loïc l'a dit, chaque frontière est différente de son histoire, de son développement, de ses partenaires, etc. Donc chacun, encore une fois, peut-être pourrait se saisir dans cette future boîte à outils qu'on complète régulièrement en disant « moi ça me convient, je peux faire ». D'autres vont dire « moi ça ne me convient pas, je n'ai pas envie de faire » ou « c'est trop tôt ». Mais au moins, permettons à ceux qui ont envie de le faire. Voilà. Sans non plus tomber, je veux dire, dans la complexité juridique du règlement ICBM. On attendait beaucoup, bon, je ne connais pas l'état actuel du projet,
mais ça reste quand même assez compliqué. Ça reste, je veux dire, sur la mise en œuvre, j'appelle ça un phénomène éphémère. C'est pas vraiment durable, hein. Donc on se pose encore beaucoup de questions. Par contre, un règlement GECT, pour moi, c'est différent parce qu'une fois qu'un GECT, vous l'avez créé, ben, vous avez sué pour le créer, vous êtes tous ensemble, vous y êtes allés pour le créer. Et une fois qu'il est créé, je me rappelle un ancien président qui me disait que chaque fois, mais quand vous créez un GECT, c'est irréversible. Vous l'avez, il faut faire avec. Tout de suite. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose au niveau de la démarche qui me semble intéressante, donc de lier aussi les GECT dans cette approche-là. Voilà. Bien sûr. Si vous souhaitez vous lever juste, vous avez le micro derrière, voilà, ça sera plus simple pour vous. Vous m'entendez? Non? Oui. Oui, parfait. Pierre Vaufré, donc, je représente l'agglomération urbaine du Doubs, qui est un groupement local de coopération transfrontalière franco-suisse. Et je voulais savoir simplement, c'est une question d'ordre technique, tout ce que vous avez dit par rapport à ces compétences, ce transfert de compétences appropriées, vous parlez de GECT, je voudrais savoir si les GLCT sont également concernés. Alors, au niveau du traité d'Aix-la-Chapelle, la réponse est simple, hein, ce sont les eurodistricts et toutes les entités transfrontalières existantes, que ce soit GECT, GLCT, voire associations. Toutes les structures qui ont une personnalité juridique, entre guillemets, transfrontalière. Ça, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle. Quand je suis dans le règlement GECT, c'est le GECT. Juste pour l'information, avant que nous devions GECT, nous étions GLCT. On a été GLCT de 2003 à 2017. À un moment donné, on s'est rendu compte que ça n'avait plus de sens. Ce fameux traité, ce fameux accord de coopération, finalement, n'évolue pas. Il n'évoluera plus jamais, à mon avis. Donc, en fait, il faut en sortir. Hein, et ça, c'était la valeur ajoutée. Ça m'a permis de convaincre mes élus de très rapidement de passer du GLCT au GECT. Et en plus, quand on voit aujourd'hui, puisqu'on est quand même dans un débat européen, les fonds européens, je peux vous garantir que j'espère qu'en 2028, si vous n'êtes pas GECT, vous avez certains fonds, vous ne les avez pas. Ce qui est normal. Voilà. Je ne parle que des structures transfrontalières. Donc tout ce qui est informel, à un moment donné, c'est bien, mais il faut franchir un cap. Voilà. Et donc je pense que la réflexion qu'on doit avoir, peut-être, et vous avez raison, sinon on raisonne GECT, c'est pas loin d'un GLCT côté français, parce que ça reste un syndicat mixte. Et peut-être qu'on peut ouvrir une nouvelle porte, sans se cloisonner uniquement au GECT, mais dans le règlement, je pense que c'est quand même pas mal, mais associer des autres entités transfrontalières qui pourraient aussi bénéficier de nos réflexions et peut-être aussi faire un ajustement à ce niveau-là. Merci, monsieur. Vous allez peut-être me confirmer le fait qu'un GLCT avec la Suisse peut se transformer en GECT avec la Suisse. Est-ce que c'est possible maintenant? Alors, Frédéric Duvina, je peux peut-être mieux répondre que moi, mais je pense que oui, crois que le problème est réglé. Hein. Donc, on peut créer un GECT avec un partenaire suisse. Tout à fait. On peut créer un GECT avec un pays voisin de l'Union européenne. Tout à fait. On sont d'accord pour aller dans une intégration, hein, parce que nous, sur la Suisse du Nord-Ouest, on reste une association de droit privé. Hein, parce que pour le moment, l'idée de transfert de compétences n'est pas là, on va dire. Et à chaque fois qu'on vérifie si on fait un travail pour devenir un GECT, chez nous, il n'y a aucun intérêt. Donc, si ce que Patrick dit est vrai qu'en 2028, les fonds européens seront réservés au GECT, on deviendra certainement un GECT. Mais tant que ce n'est pas le cas, je pense qu'on restera une association de droit français. On a une réaction d'Adeus. Si M. Marx, vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez vous la poser à l'oral. Vous m'entendez ? Il faudrait allumer votre micro, peut-être. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour, merci. Oui, je revenais sur cette idée de compétences appropriées qui est assez floue. C'est son intérêt. Donc, est-ce que l'idée de cette compétence appropriée pour pouvoir gérer effectivement les dissymétries, est-ce qu'on aurait dans la tête effectivement de mieux encadrer
les délégations de compétences qui pourraient exister vers des GECT ou autres, ou est-ce qu'il s'agirait de pallier autrement à ces dissymétries? De cette notion pour donc pallier ces dissymétries qui existent entre les partenaires d'un GECT, par exemple? Si j'ai bien compris la question, je pense que c'est ça. Ben oui, M. Marx, l'objectif, c'est ça. Maintenant, pour y arriver, il faut créer ce petit groupe de juristes où il faut commencer à prendre un sujet. Bon, je vois aussi Pierre qui est là aujourd'hui. Ben, prenons la santé. Crise sanitaire aussi en exemple. Est-ce qu'un GECT peut avoir une compétence appropriée à ce niveau-là, oui ou non? Moi, je dis oui. Parce qu'on a en proximité immédiate un rôle à jouer dans ce cadre-là. Hein. Alors, comment le définir? Ben, il faudra, dans la démarche, aller plus loin. Qu'est-ce que vous allez faire en premier? Vous allez faire une belle liste, un beau tableau. Où sont les compétences santé sur les 2 ou les 3 territoires? Qui fait quoi et comment? Avec l'expérience de la crise, on peut dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Et le troisième élément, c'est de dire qu'est-ce qu'on a fait en transfrontalier? Qu'est-ce qu'un GECT a fait ou ne pouvait pas faire? Et là, vous avez déjà les indices pour dire, ben dans ce cadre-là, il faudrait définir peut-être, aller au-delà d'un rôle de coordination, aller au-delà d'un transfert de compétences. Moi, je ne veux pas qu'on me transfère, que l'ARS me transfère des compétences, j'en ai pas besoin. Hein, mais par contre, il faut que j'aille un peu plus loin sur mon territoire, en termes décisionnels. Et je ne peux pas décider sans compétences. Je n'existe pas. Hein, je n'existe que dans le cadre des réunions de coordination, des réunions, les belles rencontres autour de la table ou des calls téléphoniques pour s'échanger des informations sur savoir où est-ce qu'on met les patients, dans quel hôpital. Je suis désolé, moi ça ne me convient pas, ce n'est pas efficace. Hein, donc là, sur ce sujet-là, on peut aller beaucoup plus loin en termes de compétences appropriées. Approprié, c'est quelque chose qui est vraiment approprié à la situation, pas forcément à la structure juridique. Et c'est vrai que quand la personne fait l'intervention au niveau du DOU, bah oui, ça peut aussi concerner d'autres structures transfrontalières juridiques qui existent, hein, pas forcément les GECT. Le GECT, je considère que c'est intéressant parce que c'est un règlement européen. Donc c'est relativement facile à gérer parce que bon, il y en a quand même pas mal sur toutes les frontières. Et ça peut être un exemple de réseau. Mais il y en a d'autres, évidemment. Frédéric Dubinage, il est associatif. Il n'est ni GLCT, ni GECT. Et comme il a dit, il ne sera peut-être jamais ou pas dans les médias. Mais il existe. Il est même membre du comité de coopération transfrontalière d'Aix-la-Chapelle. Donc on l'écoute, on l'entend, même avec un statut associatif. Et pourquoi pas lui aussi dire, mais moi aussi je veux quelque chose d'approprié pour mon association, mais qui me permet, comme les autres, d'avoir une certaine compétence. Voilà. Donc tout ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus. Il faut mettre en place le chantier, officiellement, pas trop s'éparpiller, pas trop se cloisonner non plus, mais toutes les initiatives sont bonnes à prendre et nous, on est preneurs de l'ensemble de propositions, de critiques juridiques ou politiques ou autres, hein, pour pouvoir avancer dans ce cadre-là. Résumer tout cela parce que ça me paraît extrêmement riche et donc nous au niveau de la mode, nous on suit toutes ces initiatives un peu parallèles, que ce soit en Europe ou au niveau bilatéral et même au niveau interne en France. Vous savez, il y a beaucoup de projets de loi, notamment en matière d'expérimentation, de différenciation de ces compétences et tout cela dans l'objectif final, comme l'a dit à juste titre Patrice, l'objectif final c'est d'avoir ce pouvoir décisionnel pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir mieux agir, voilà, à son niveau, chacun à son niveau. Et très concrètement, vous voyez, effectivement, on a évoqué le règlement ICBM qui est un petit peu mal en point, puisqu'il a été un petit peu critiqué, c'est le cas de le dire, au niveau du service juridique du Conseil. Ceci étant dit, nous, effectivement, on ne désespère pas. On pense quand même qu'il va rester ce mécanisme. Hein. L'idée, c'est quand même de garder le mécanisme de résolution des obstacles, sans forcément peut-être lui donner un contenu très précis. Mais en parallèle, l'ICBM, on a ce GECT, on a le règlement GECT qui ne demande qu'à évoluer. Effectivement, le DG Régio, ils sont quand même extrêmement, on va dire, bien placés, ils suivent bien les choses de près, ils sont ouverts, je pense, à ces démarches d'évolution du règlement GECT pour l'enrichir, pour le rendre plus efficace, plus adapté aux acteurs. Et puis au-delà de ça, en parallèle, il y a cette démarche du traité d'Aix-la-Chapelle qui est aujourd'hui une démarche qu'on souhaite nous à la mode, ce qu'on porte nous à la mode comme idée et comme souhait
souhait, c'est donc de le dupliquer sur toutes les autres frontières françaises. Vous me direz, c'est une ambition très forte, mais il faut avoir des ambitions dans la vie. Et nous, effectivement, on porte cette idée de pouvoir en faire un en franco-italien, un autre en franco-belge, puisqu'on estime effectivement, vous savez, toutes ces démarches-là sont complémentaires. Certes, le règlement GECT ne s'applique qu'au GECT, mais en parallèle, on a exactement les mêmes idées pour les autres structures qui existent, et c'est à travers, par exemple, l'outil conventionnel qu'on va y arriver. Il y a différents outils juridiques qui permettent, en fait, à partir du moment, vous savez, c'est toujours faire adhérer les politiques à ces idées, faire adhérer. Et à partir de là, on choisit l'outil juridique le plus adapté pour l'appliquer à une telle ou telle frontière, pour l'appliquer à une telle ou telle structure juridique, et ainsi de suite. Donc, rien n'est fermé. Il n'y a pas que les GECT, il n'y a pas que les GLCT, il y a absolument toutes les structures. Au-delà aussi, les collectivités territoriales, vous savez, en tant que telles, elles sont aussi emmenées à l'avenir à avoir de la différenciation, à tenir compte, vous savez, à la mode, et là, effectivement, je vais trop loin, mais c'est notre quotidien à la mode, vous savez, les SCT, notamment les schémas de coopération transfrontalière qu'on a fait, on va dire, pour lesquels on a travaillé, on a apporté aussi notre regard auprès des 4 collectivités qui se sont dotées de SCT à nos frontières, qui sont donc Nice, Lille, Strasbourg et Pays Basque. Et effectivement, vous savez, notre démarche, elle va toujours dans le sens des compétences appropriées, même si on n'utilise pas toujours ce terme-là, parce que c'est plus ou moins formalisé, c'est plus ou moins juridique, parfois c'est pas contraignant, mais donc l'idée c'est de porter cette question et de dire que voilà, les territoires, les acteurs locaux, que ce soit des acteurs d'un côté de la frontière ou des acteurs transfrontaliers, il faut qu'ils puissent mieux agir à leur niveau en fonction de leur statut, à chacun. Mais voilà, ça je dirais que le juridique vient toujours après, vous savez, le juridique il vient un petit peu porter des idées qui sont déjà dans les têtes, dans les esprits, qui sont déjà adoptées. Donc honnêtement, la forme juridique, pour moi, est un petit peu secondaire par rapport à l'idée d'avancer, d'agir mieux. Je ne sais pas si Patrice il souhaite ajouter quelque chose. En même temps, le juridique, il peut travailler que lorsque la commande est claire. Tout à fait. Ce qui n'est pas encore le cas tout à fait aujourd'hui. Donc, il faut un peu l'affiner. Toutes ces questions, ce débat qu'on a eu déjà depuis une demi-heure, finalement, c'est peut-être l'occasion, effectivement, ce qu'on a dit au départ, de créer un groupe spécifique ou une plateforme d'échange là-dessus, parce que bon, on peut encore discuter longtemps, voilà, c'est peut-être pas le but non plus aujourd'hui, mais je pense que l'idée, c'était de vous en informer de ce qui se passe, des enjeux qu'on a à ce niveau-là, et bien sûr de la construction qu'on est amené à faire tous ensemble. Parce que l'autre sujet, si je reprends tout de suite pour un peu continuer le débat, les ressources humaines, c'est aussi un sujet passionnant, avec Frédéric aussi, ça fait longtemps qu'on en parle, Frédéric Dubinage, lui des associations, donc je ne sais pas, c'est plutôt du droit privé, moi je suis GECT, c'est plutôt du public, on s'échange beaucoup, et j'ai un peu ressorti mes anciens dossiers, puisque la Motte avait déjà travaillé le sujet en 2011, et on a fait un travail passionnant à l'époque. On n'est pas arrivé très loin, donc on a un joli tableau de tout ce qu'on pourrait faire, de tout ce qu'on ne peut pas faire. Et entre-temps, on a quand même aussi évolué. Donc je pense que cette question-là, autant pour Loïc que pour moi, que pour d'autres, GECT ou d'autres structures transfrontalières, associatives ou fondations, ou GLCT ou autres, c'est quelque chose qui est important parce que ça peut nous plomber l'ensemble du fonctionnement de la structure. Si on dit le siège est en France, donc c'est le droit français, point barre, il n'y a rien d'autre, moi, au niveau de mon GECT, je n'aurai jamais d'agent allemand. Pourtant, il faut cette mixité. Et cette mixité de droit, on a du mal à la mettre en place, parce que chacun, c'est un petit précaré. C'est le siège même qui décide du droit. Donc, je me souviens aussi à un moment donné, même à l'époque, quand j'ai assisté un peu à la préparation de la mise en place du GECT sur l'île, vous faites des beaux tableaux, avantages, inconvénients, en mettant de sièges d'un côté ou de l'autre, c'est magnifique, mais en gros, ça ne sert à rien parce que c'est le politique qui va l'emporter. Logiquement, c'est ça. Et en fonction des politiques, elle a dit, je veux qu'il se soit là, on appliquera le droit du siège où là, il se trouvera la structure. Bon. Sauf que ça ne nous arrange pas forcément. Quand on est occupé ou en responsabilité de direction d'une structure comme ça, on a même du mal à gérer. Donc, en fait, au départ, qu'est-ce qu'on a mis en place à notre niveau? C'est la mise à disposition. Donc, vous avez des mises à disposition, vous avez
des recrutements directs, vous avez d'autres solutions éventuelles que les mises à dispo, vous avez des détachements, ou alors on vous confie quelqu'un pour 6 mois et après la personne repart, etc. Donc tout ça, c'est un peu complexe quand on gère un Eurodistrict ou un GECT, parce que l'inconvénient majeur, c'est que c'est l'extérieur qui décide. Et vous n'avez pas la main sur tout ça en termes de management. Donc c'est un peu, pour moi, c'est difficile. En même temps, c'est une question de confiance par rapport aux partenaires. En même temps, aujourd'hui, moi, je dois avoir une bonne connaissance du droit français, du droit allemand et du droit différent entre les deux Länder allemands. Donc, je ne suis pas uniquement directeur général, mais je suis directeur des ressources humaines, je suis directeur du service juridique, je suis directeur de tout ce que vous voulez tout seul. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, forcément, on cherche de l'appui. Et nous, on a progressivement évolué dans nos statuts. Donc, on a une longue expérience de GLCT. Depuis 2017 seulement, nous sommes GECT. On a déjà modifié 3 fois nos statuts. La dernière modification en date me permet aujourd'hui, avec l'accord du contrôle d'égalité, donc la préfecture côté français, et ce qu'on appelle l'autorité compétente du côté allemand, l'équivalent de la préfecture en Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg, j'ai le droit aujourd'hui, en tant que GECT siège en France, de recruter sur le droit allemand, public ou privé. Donc, imaginez la boîte à outils qui se présente pour moi, elle est exceptionnelle, puisque là, du coup, j'ai une boîte à outils qui va être complète. On pourra faire des choix. Voilà. Et donc ça, c'est en train d'être mis en place, ça va être un chantier assez énorme. Ça a des incidences et des conséquences forcément sur le budget. Quand on recrute sur le droit allemand, ce n'est pas la grille française de la fonction publique, c'est un peu plus. Et puis il y a quelques différences aujourd'hui. Donc tout ça, il faudra en tenir compte. Mais il est vrai que par exemple, si je veux recruter un bon agent allemand ou si je veux avoir un bon fonctionnaire allemand, il faut qu'il reste sur sa grille allemande. Mais chez moi, pas forcément mis à disposition ou détaché, parce que je n'ai pas la main dessus complètement. Voilà. Et puis les mises à dispo, vous savez, elles sont limitées dans le temps. Donc vous ne pouvez pas faire ça éternellement. Donc vous avez un problème de stabilité, de pérennité de la structure. Enfin, il y a un tas d'éléments qu'on pourrait remettre, pourquoi pas aussi dans un nouveau groupe. S'il y a des gens intéressés, il faudrait qu'on soit minimum à 5. Mais on peut échanger sur ces notions-là. Et ça aussi, ça permettrait, pourquoi pas, de faire évoluer, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais on a déjà essayé de voir ça avec le comité des régions, faire évoluer le règlement aussi sur un article. Ce serait pas mal pour tout le monde. Voilà. Et ensuite, il faut échanger sur pourquoi la France, pourquoi l'Allemagne le permet, pourquoi pas les autres aujourd'hui. Et quel est l'enjeu finalement qui se cache derrière? Il n'est pas tellement énorme pour la structure ou pour les entités qui valident et qui sont autorités de contrôle. Il suffit de respecter le droit de chacun et de bien le comprendre. Donc, là, juste pour en terminer, donc la démarche que je vais enclencher avant la fin de l'année, c'est la suivante, c'est que mon GECT entre guillemets français, il faut qu'il soit reconnu dans le droit allemand et au niveau des cotisations sociales allemandes, donc dans les fameuses caisses allemandes. Ils ne connaissent pas pour l'instant. Alors, j'ai un appui aussi, juste pour vous donner comment on travaille, enfin un exemple de travail. Je vais m'appuyer sur ce qui existe déjà dans le rang supérieur, qui est le GEIE Arte. Et le GEIE Arte, depuis leur création et leur mise en place à Strasbourg, ils ont des journalistes allemands et ils recrutent ces journalistes en tant que GEIE siège en France avec le droit allemand. Donc les journalistes allemands ont un salaire allemand, le GEIE cotise dans les caisses allemandes. Donc pour moi, c'est une porte d'entrée. Un GECT, ce n'est pas un GIE, mais je peux expliquer à une caisse allemande que c'est à peu près la même chose. Bon. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place avant la fin de l'année. On est optimiste parce qu'on a l'accord des autorités nationales, donc normalement on peut y arriver. Après, il faut voir, est-ce que je prends le droit public allemand ou est-ce que je m'intéresse plutôt au droit privé? Donc ça aussi, c'est intéressant parce que quand vous prenez le droit public français, les conventions collectives, vous avez une grille, etc. Vous êtes obligé de la respecter. Un agent allemand, tu as tel diplôme, tu as tel grade, point barre, pas plus, pas moins. Bon, c'est comme ça. Le droit privé, c'est vous faites un contrat de travail, Frédéric le connaît, au niveau de l'ETB, vous mettez dedans, tu gagnes tant, point. Ça, j'ai le droit de faire aujourd'hui en tant que GECT siège en France. Donc c'est quand même assez magnifique. Maintenant, il faut mettre en place, il faut pouvoir l'appliquer pour voir est-ce que pour moi c'est une plus-value dans mon équipe, oui ou non, et à quel niveau.
Donc ça, c'est un chantier aussi qu'on peut ouvrir, parce qu'il n'y a pas que cet exemple-là, il y a d'autres exemples. Hein. Mais en termes de management, pour nous, c'est important quand on dirige une structure transfrontalière, c'est d'avoir une pérennité, pouvoir gérer en direct et pas être dépendant de l'extérieur. Voilà. Oui, Loïc, je te passe la parole. Merci Pétia, merci Patrice. Mais, Patrice a été extrêmement complet sur cette expérience-là, enfin, en tout cas sur les blocages que l'on a au quotidien. Et c'est vrai que, allez, pour faire tout à fait concret, être tout à fait dans le concret, lorsque vous êtes dans la question des rémunérations entre notamment français et belges, c'est pas toujours du même ordre, etc. Et donc c'est vrai qu'on joue, enfin en tout cas moi je joue globalement à chaque fois sur la pédagogie, de la manière dont aussi chaque en tout cas travailleur est imposé dans son pays. Et c'est vrai que cette boîte à outils que Patrice parle, ça permettrait d'avoir une meilleure, en tout cas une meilleure approche, une approche un peu plus lissée sur la manière de recruter au sein des GECT, parce que c'est pas toujours évident. Moi, c'est d'ailleurs le cas, c'est 4 ressortissants, donc 4 Français et 4 Belges de l'autre côté, avec des contrats effectivement de droit privé belge et des fonctionnaires territoriaux de l'autre côté, du côté français. Donc c'est vrai que c'est par moments assez compliqué aussi en matière de recrutement, puisque on pourrait passer dans le cadre de procédures de recrutement sur des profils qui sont extrêmement intéressants en direct pour la structure, mais qui ne peuvent pas être engagés parce qu'ils ne sont pas forcément fonctionnaires territoriaux du côté français ou autres. Donc c'est vrai que ça, ce type-là de boîte à outils est intéressant pour travailler justement l'efficacité et l'efficience même d'une agence transfrontalière sur le terrain. Et pour juste aussi revenir sur la question comment dire, du siège et de la répartition des sièges, et en gros du deal politique lors de la création du GECT. Donc c'est mon cas avec un syndicat mixte ouvert, avec un siège social à la métropole européenne de Lille, mon équipe qui est à Courtrai, donc du côté flamand, et le siège socio-économique qui est du côté de Tournai. On est effectivement dans quelque chose qui est de l'ordre de l'entente et de l'accord politique, mais c'est vrai que derrière en découle, et Patrice l'a très très bien dit, toute une certaine aussi compréhension et par moments incompréhension de partenaires qui ne savent pas exactement ce que c'est un syndicat mixte ouvert. Donc là, on doit réexpliquer de la question de la légalité française pour effectivement des financements qui proviennent du versant belge, et il faut voir aussi la manière dont on doit par moments aussi expliquer notre budget à la fois à des élus belges, et que ce soit wallon et flamand, sur une nomenclature budgétaire française. Et donc là aussi, on doit faire œuvre, en tout cas, comment dire, de pédagogie. Donc tout ça pour dire que le management, en tout cas, d'une équipe transfrontalière, ce n'est pas un long fleuve tranquille, parce qu'on se heurte globalement aussi de manière assez rapide aux limites qu'imposent les juridictions. Et donc là, le but du jeu, ce n'est pas non plus de recréer un nouveau droit, mais c'est de voir comment on peut, dans ce bassin de vie, avoir un peu plus de flexibilité, un peu plus, on va dire, en tout cas, d'efficience dans la manière dont on gère cette équipe transfrontalière, et singulièrement aussi dans une Europe qui doit aussi nous permettre de pouvoir gommer ces différences entre donc des travailleurs issus de deux États. Donc voilà ce que je voulais simplement rajouter de manière tout à fait concise. S'il y a des réactions sur ce point, je vois qu'il y a une réaction du côté du Haut-Garonnais. Assumpta, si vous souhaitez prendre la parole, je vous en prie. C'est vrai qu'on a, en interne à la Motte, on avait discuté avec vous au sujet de votre future association. Hein. Si vous souhaitez réagir sur ce point du recrutement transfrontalier, je vous invite à prendre la parole. Bonjour. C'est un franco-espagnol. Oui. Oui. Parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Peut-être maintenant, vous m'entendez un peu mieux? Oui, on vous entend. D'accord. Bon, d'abord, merci pour cette rencontre, pour ce travail tous ensemble. Vraiment, d'ici, on continue dans cette démarche pour faire d'un territoire transfrontalier un groupement. Et on a eu l'occasion, lors de ce confinement, de toucher à plusieurs sujets qu'on n'est pas compétent, comme vous disiez tout à l'heure, et qu'on a dû gérer et faciliter cette démarche transfrontalière. Nous, on est contents de cette démarche que vous faites depuis la mode et depuis cette réseau pour connaître et apprendre de toute cette affaire. Donc, non, je continue à l'écoute. Merci beaucoup. Je vous en prie. Non,
Non, bien sûr, moi je pense que, comme disait Patrice, c'est le sujet aussi du personnel des structures transfrontalières est un sujet en soi. Hein. Il faut peut-être réfléchir aussi à un sous-groupe sur cette question-là, en fonction aussi de vos réactions, de vos retours. Je pense que voilà, ça, on peut aussi passer plus de temps sur ces questions-là. Aujourd'hui, on a prévu une petite séquence et peut-être à élargir à l'avenir. Si quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole sur ces points-là, sinon on va continuer. Il nous reste 2-3 petites choses à dire donc sur les questions institutionnelles, notamment on avait prévu dans l'ordre du jour donc d'évoquer rapidement la future plateforme des GECT, notamment la 10e plateforme des GECT, donc qui aura lieu pendant le Borders Forum organisé à Paris donc le 9 et 10 novembre prochain, aussi bien a priori en présentiel et en distanciel, hein, voir d'ici là si voilà, les conditions sanitaires évoluent, mais a priori l'idée c'est de faire effectivement pareil, un événement hybride comme l'AG. Voilà, donc il y a toute cette question des échanges, de l'intérêt des échanges entre les GECT à l'intérieur de la plateforme des GECT. Malheureusement, il n'y a pas de plateforme équivalente dans les autres types de structures. Ceci étant dit, vous savez, à la mode, on se saisit aussi de cette problématique-là, hein, d'avoir un lieu d'échange. Et moi, je pense à mon niveau, je pense que ce groupe-là, ça peut être aussi un lieu qui permette, au-delà des échanges entre GECT, d'associer toutes les structures qui sont intéressées à ces questions-là. Moi, je ne souhaite pas accaparer la parole. Je vous la passe. Hein, les co-animateurs, lui, que tu souhaitais dire quelques mots sur les 2 petits éléments qui restent, là, les 2 petits points qui figurent sur l'ordre du jour. Oui, mais donc sans être trop long et donc c'est un peu fort, pardon, excuse-moi, ça. Ouais, allons-y, je t'en prie. Bon, là. Non, simplement rebondir sur ce que tu disais, Pétia, sur effectivement notre présence dans le cadre de la plateforme des GECT, mais également du futur forum organisé conjointement donc, par la MOT et les autorités européennes. Donc c'est important aussi que ce groupe de travail ne soit pas uniquement comment dire, un énième groupe à laquelle vous participez, mais soit véritablement aussi un endroit où on peut co-construire en tout cas certaines problématiques et certaines solutions pour pouvoir les porter beaucoup plus haut. Donc c'est là aussi tout l'enjeu de ce groupe de gouvernance au sein de la MOT, bien évidemment. L'opportunité, c'est très clairement le Borders Forum qui aura lieu donc début décembre, qui pourrait donc être cette espèce de marche. Début novembre, excuse-moi de te couper, c'est début novembre, le 9 et le 10. Début novembre, oui, excuse-moi, oui, tu as raison, oui, pardon. C'est aussi pour J'étais dans leurs agendas et qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. Début novembre, autant pour moi, et qui peut être une véritable aussi opportunité de pouvoir mettre en exergue le travail que l'on mène actuellement ensemble au travers de ce groupe sur la gouvernance, parce qu'il est extrêmement riche, on sent en tout cas des partenaires extrêmement motivés sur cette perspective-là, et donc c'est tout aussi intéressant de sortir de notre entre-soi et d'aller pouvoir le discuter avec d'autres personnes, parce que ce border sera assez diversifié aussi dans l'approche. On aura aussi l'occasion d'avoir des personnes allez, on va dire de haut niveau. Donc, c'est de pouvoir aussi sensibiliser directement les bonnes autorités. Et je pense singulièrement avec la discussion que l'on aura cet après-midi sur la place notamment du citoyen dans la gouvernance au travers des structures transfrontalières, singulièrement dans tout ce qui est actuellement la réflexion notamment de la Commission sur la question des consultations citoyennes européennes, ou que ce soit au niveau du Green Deal, etc. On a en tout cas des aspects à la fois, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Patrice, vraiment des aspects plutôt juridico-administratifs, des aspects plutôt en termes de management, mais également en termes de projet. Et je pense aussi que ce groupe peut être en tout cas le bon réceptacle, le bon véhicule pour proposer des méthodologies assez innovantes, notamment dans les futurs programmes en tout cas de la politique de cohésion. Donc ça, c'est en tout cas le souhait que je vous transmets, bien évidemment avec votre accord de participation. Donc ça, c'est un peu la question des perspectives. Autre perspective aussi, je pense que à un certain moment, ce qui pourrait être intéressant, et ça me vient maintenant en discutant avec vous, c'est de pouvoir, en tout
tout cas apporter dans le cadre de cette gouvernance d'autres acteurs et pas uniquement des acteurs qui sont sur des structures transfrontalières, puisque au-delà de ce groupe d'experts en matière de gouvernance, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir mettre au centre de la table au travers de thématiques qu'on mettra en place, hein, et ça on pourra en discuter tous ensemble aussi quand le moment viendra, en tout cas vous faire une proposition, mais de peut-être aussi thématiser en invitant des porteurs de projets, c'est-à-dire vraiment l'autre comment dire, côté du miroir dans la gestion d'un programme, parce que bien évidemment, nous, on parle en tant que structure transfrontalière dans ce cadre-là, mais ce qui serait intéressant, c'est de faire remonter les porteurs de projets, que ce soit associatifs aussi, de leur vision du transfrontalier et de leur vision de la gouvernance d'un programme, d'un territoire ou d'un projet, parce que d'expérience, et pour avoir un peu expérimenté ça au niveau de la vie de tournée, ce n'est pas tous les jours évident de naviguer entre les différents règlements et impositions qui sont légitimes dans les programmes ou dans la vie transfrontalière. Et donc là, je pense que cette notion un peu plus, comment dire, citoyenne, ou en tout cas de porteur de projet, pourrait être tout à fait appropriée dans le cadre de la vision aussi, et de faire le lien justement avec l'Alliance européenne pour les citoyens transfrontaliers. Donc ça, je pense que ça vient nourrir, si vous voulez, un peu le positionnement que pourrait avoir ce groupe de gouvernance au sein de la mode. Voilà ce que je voulais vous partager. Aussi sur l'ordre du jour, qui est pour moi très importante quand on crée une structure transfrontalière. Et je vais prendre l'exemple de mon GUCT. Il a été créé, aujourd'hui encore membre, la région, le département du Bas-Rhin, la région Grand Est. Prenons ces deux. Donc ils sont membres d'un GUCT qui finance, on désigne des élus qui sont dans mon assemblée, donc on essaye de créer cette gouvernance sur le territoire, de trouver notre rôle, de comment on peut agir, etc. Mais la région Grand Est a sa propre direction transfrontalière sur le même territoire. Le département du Bas-Rhin a ses propres services transfrontaliers sur le même territoire. Comment est-ce qu'on agit ensemble quand on est collectivité avec des compétences volontaires, hein, il y a un financement derrière, et quand on est membre d'une structure transfrontalière? Mais croyez-moi que c'est le premier pas qu'on fait quand on a créé un GUCT ou une association transfrontalière, ça nous tombe dessus tout de suite le lendemain. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Comment on gère tout ça? Donc, on a souvent l'habitude de dire, mais moi, en tant que département, en tant que région, j'ai une politique, c'est celle-là, tu n'as pas le choix, il faut aussi la faire. Je dis, ben non. Moi, j'ai une assemblée, elle est indépendante des autres, logiquement et juridiquement. Donc, ce n'est pas évident. Donc, je pense que cette notion-là mérite aussi un débat ou un échange. Alors, toujours en prenant l'exemple, je vois Claudine qui est arrivée, prenons la région Grand Est, qui est membre de l'Eurodistrict, pas Mina, mais qui est aussi membre d'autres GECT aujourd'hui. Ben, elle a défini un rôle, ou elle s'est trouvé un rôle de dire, ben, moi, région, j'ai ma politique transfrontalière, je suis membre de différents GECT, il faudrait peut-être qu'on se rassemble régulièrement pour échanger. C'est ce qui est fait. Et là, on trouve effectivement des débats très intéressants, parce que on est dans cette échelle déjà un peu de multiniveau, parce que nous, on est quand même dans le local, qu'on maîtrise mieux, et c'est comme ça, qu'une région qui est plus grande, dont le territoire est plus grand, et dont les politiques sont différentes, ce qui est logique. Mais il faut trouver encore une fois l'interface entre ce que fait la collectivité qui est membre sur son territoire, voire un territoire plus grand, et nous qui sommes beaucoup plus petits, pour qu'il n'y ait pas de décalage, pour qu'il n'y ait pas de frottement, je dirais, et pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on fait sur le territoire qu'on gère. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est fait, qui est venu de la volonté de la région. Nous, on a tous dit oui. Donc, on a ce temps d'échange qui est bien sûr pas... l'objectif de la région, c'est pas de caler quelque chose qui marche et de l'imposer aux autres. Ça ne marchera pas. Donc, encore une fois, chaque territoire a ses spécificités. Ça peut aussi concerner, par exemple, une eurométropole qui est membre d'un eurodistrict, d'un GECT. Qu'est-ce que moi je fais en tant qu'eurométropole avec ma propre politique transfrontalière, voire européenne, et avec l'instrument dont je suis membre. Mais la seule différence, c'est que de l'autre côté de la table, il y a des gens qui ont d'autres compétences. Donc, il faut en tenir compte, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes en collectivité propre, vous gérez vous-même, logiquement. Vous n'avez pas demandé quelqu'un qui est en face de vous, est-ce que tu es d'accord avec ce que je fais? Et donc, tout l'intérêt aussi et tous les enjeux sont là-dedans. J'avais encore hier une visioconférence avec un futur GECT qui va se créer entre la Pologne et l'Allemagne, peut-être. Je leur ai dit, il y a une chose qui est importante, c'est quand vous créez une structure transfrontalière,
Quand vous êtes autour de la table, vous décidez autour de la table. Vous n'allez pas rentrer chez vous et décider de nouveau dans votre structure d'origine. C'est une valeur ajoutée exceptionnelle. Bon. Bien sûr, qui serait encore plus intéressante si on avait une compétence propre. Mais bon, ça, c'est le sujet qu'on avait auparavant. Mais vous voyez, il y a toujours une valeur ajoutée à trouver, mais elle est des fois difficile, elle est des fois compliquée, mais tout se trouve dans le terme d'échange. Et à un moment donné, il faut se dire, mais et Loïc l'a dit, on verra cet après-midi, l'approche, c'est laquelle? On travaille tous pour nos citoyens sur le territoire. Évidemment, quand on fait quelque chose sur mon territoire, je n'ai pas envie que l'autre territoire fasse la même chose quand on est en proximité. C'est tout le débat aujourd'hui, pour donner l'exemple, et Pierre est là aussi, et Claudine, c'est reprenons le sujet de la santé. Il y a des hôpitaux en proximité de frontières, je prends l'Eurométropole, hein, Jean-Baptiste, avec des cliniques privées, des cliniques des hôpitaux publics. On est en concurrence totale aujourd'hui, donc on a ce problème à régler en transfrontalier sur un territoire défini. Est-ce qu'on y arrive ou pas? Donc l'enjeu, il est au-delà du juridique, aussi politique. Voilà, donc je dis aussi, les structures, c'est bien, mais il y a le rôle des partenaires des structures qu'il ne faut pas négliger. Voilà. C'est très intéressant, effectivement, aussi cette idée des membres d'un GECT ou d'un GLCT ou autre, qui sont aussi, qui sont membres de plusieurs structures, par exemple d'une frontière. Hein. Si quelqu'un, je sais pas, la région ou quelqu'un souhaite prendre la parole sur ce point-là, c'est très intéressant. Comment vous faites? Moi, je me pose une question. La région Grand Est, qui est effectivement membre de beaucoup de structures sur cette frontière, comment faites-vous? Effectivement, il faut suivre, bien sûr, j'imagine, une ligne principale, une ligne directrice. Vous avez votre propre politique transfrontalière en interne. Et donc, tout ça, il faut le porter auprès de partenaires différents, puisque chaque structure a des partenaires différents, parfois sur plusieurs frontières, pas que sur une seule frontière. C'est vrai que c'est extrêmement, moi, ça me paraît aussi un point très, très riche, si vous souhaitez prendre la parole au niveau de la région Grand Est ou une autre région, je ne sais pas qui est présent, donc n'hésitez pas. Je pense que c'est un point intéressant. Madame, vous pouvez juste vous lever, s'il vous plaît. Il y a donc le micro qui est juste derrière vous. Voilà, je vous invite à l'utiliser. Bonjour, Claudine Ganter, donc présidente de la commission transfrontalière Europe internationale de la région Grand Est. Et c'est vrai que nous avons 750 km de frontières à gérer, 4 pays différents, puisque Luxembourg, Allemagne avec 3 lenders, la Belgique et la Suisse. Et on essaye d'avoir des sujets communs et on essaye de fédérer un peu ce que Patrice a dit. Effectivement, on écoute beaucoup, on entend ce qui se passe et on applique nos différentes politiques par ce biais. Actuellement, on a un projet d'intelligence artificielle qu'on cherche à développer sur tous nos partenaires. Peut-être aussi un Airbus du médicament parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins. Et en fait, c'est par ce type de projet qu'on arrive petit à petit à fédérer les structures, les universités, les entrepreneurs de ces différents pays. Et l'idée n'est pas de créer un bâtiment où on mettrait tout le monde là-dedans. L'idée est bien de travailler en réseau et de développer ce réseau sur l'ensemble de nos territoires, le nôtre, et ceux de nos voisins. Donc voilà un petit peu notre optique actuelle. Et bien sûr, toujours s'appuyer aussi sur le terrain, avoir les retours terrain. Un sujet important aussi, c'est la santé, mais la santé de proximité. C'est aussi un sujet qui comporte avec les départements également, parce qu'il faut pouvoir aussi satisfaire. On s'est rendu compte qu'avec la crise, il y a vraiment eu des grosses fractures, des bouts de famille qui étaient d'un côté, des médecins qui étaient d'un côté, les patients de l'autre. Donc voilà, c'est aussi ce genre de sujet un peu plus pragmatique qu'on cherche à résoudre. Très, très intéressant. Est-ce qu'on a d'autres témoignages? Quelqu'un qui souhaite prendre la parole à distance sur tous ces sujets-là? Parce qu'on arrive au terme de cette matinée, et notamment ce qu'on a prévu donc de voir avec vous. Pas de réaction. Moi, je tire une première conclusion juste de la matinée, mais on va reprendre dans 1 heure, donc également sur un sujet passionnant, celui des citoyens. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de... Oui, vous souhaitez prendre la parole? Je peux vous inviter à vous lever. Merci.
Donc, Sylvie Labadin, je suis vice-présidente au département du Nord en charge des relations internationales et j'aurais une question par rapport à la gouvernance dans le programme France-Wallonie-Val d'Euren. On a la province de Flandre occidentale, on a la France, on a la province de Flandre orientale et on n'a pas les provinces wallonnes. Donc, total, lorsqu'on veut monter des projets avec notamment le Hainaut qui est juste à côté, je veux dire, c'est toujours compliqué quoi, pour les impulser, pour essayer. Alors, on a des projets comme ADIN, etc., qui sont mis en route, AP Réseau Service, où le département participe, mais malheureusement, c'est plus compliqué. Donc, ça serait bien de pouvoir essayer de mobiliser pour bouger cette gouvernance, pour pouvoir impliquer cette partie. Merci. Bien sûr. Loïc, je t'invite peut-être à nous dire 2 mots. Comme c'est ta frontière, alors je me permets. Oui, tu fais bien, Patia, mais je connais très bien aussi Sylvie Labadin, donc bonjour Sylvie. Oui, tout à fait. Donc c'est en tout cas ce à quoi doit permettre, si vous voulez, toute la question de cette gouvernance qu'on a évoquée, ce que signale et donc ce que met en avant Sylvie est tout à fait exact. À un certain moment, il y a donc en tout cas des relations qui sont privilégiées entre 2 acteurs, et c'est de voir comment, à un certain moment, on peut véritablement, en tout cas, essayer de travailler davantage en tripartite. Donc ça, c'est tout l'enjeu de cette gouvernance. Mais pour prendre un exemple, et c'est vrai que pour faire le lien avec notamment Interreg, à un certain moment, nous permet de passer, d'avoir ce marchepied pour justement valoriser davantage, en tout cas, et d'être beaucoup plus efficient dans la question de la gouvernance. Si je prends un exemple de projet qu'on a réalisé, notamment avec le département du Nord et avec la province Val d'Euren, donc la province de Flandre occidentale et du côté wallon, c'était toujours tout ce qui concernait finalement l'apprentissage des langues, le néerlandais et le français au travers du projet Talata, Talent voor Talen, donc les talents pour les langues. Et donc là, pour le coup, ça nous a permis aussi de dépasser un peu ce synchro-saint bilatéralisme qu'on peut avoir, qui est tout à fait, on va dire, important parce que c'est historique et bien évidemment pour lequel on soutient tout à fait. Mais ça permet, si vous voulez, dans mon argumentation ici, de pouvoir, au travers des financements européens, permettre d'élargir le spectre des partenaires. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement riche dans le cadre notamment des financements européens. Et une autre réflexion que j'ai, et sans être trop long, mais quand on prend aussi la question des micro-projets Interreg France-Wallonie-Val d'Euren, pour lequel nous avons été donc porteurs au sein de l'Eurométropole. Alors vous me direz, ce n'est jamais que 30 000 € pour 18 mois, et qu'est-ce que c'est quelle est cette goutte dans l'océan de la coopération territoriale européenne. Néanmoins, ça nous a permis tout simplement de structurer un partenariat en amont, et donc le fait de pouvoir avoir une petite poche de financement, d'être reconnu, d'avoir la visibilité que nous offre le programme financier qui est Interreg, nous a permis tout simplement d'avoir un maillage, en tout cas une interconnaissance beaucoup plus forte en amont des projets. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur le programme Talata, pour lequel, notamment avec le département et donc avec notamment tout l'appui de Sylvie, nous allons mener cette réflexion sur, non pas un public jeune, mais un public d'adultes, notamment sur la question en tout cas de l'apprentissage des langues. Donc vous voyez par là que c'est à la fois une possibilité pour nous permettre d'élargir le spectre de la collaboration, et à la fois aussi c'est l'expérimentation et le faire ensemble qui nous permet en tout cas de pouvoir véritablement monter dans des projets qui soient utiles pour les différents partenaires, parce qu'encore une fois, il n'est pas question de se substituer aux partenaires, il n'est pas question non plus de se substituer au programme. Il est bien évidemment important de pouvoir de pouvoir, en tout cas, être dans une approche plutôt de collaboration. Et donc, dans la question de la gouvernance, très clairement, au niveau de l'Eurométropole, qui est une gouvernance en tant que telle, la province de Hainaut, bien évidemment, en fait partie. Et donc ça, c'est ce sur quoi donc, nous pouvons aider pour faire le lien donc, et pour faciliter les échanges entre d'une part donc, le département et les provinces, mais également la province de Hainaut. Donc c'est là aussi tout le rôle que peut avoir un GECT de faciliter, de faire la médiation entre les partenaires et de pouvoir en quelque sorte faire le lien donc, entre les différents partenaires. Donc voilà, et donc sinon pour répondre très précisément à la question de Sylvie qui était de quoi la province de Hainaut n'est pas dans le PO Interreg, ça c'est de l'appréciation de chaque. Moi je ne suis pas là pour juger en tout cas la présence de telle raison pour laquelle la province de Hainaut n'est pas dans le programme, et tout simplement parce que les compétences ne sont pas les mêmes, plus la même application
Et donc, ça, c'est quelque chose qui est complètement différent entre la province de Hainaut et la province de Flandre occidentale. Et donc, il faut l'avoir en tête. Voilà. Finalement, on revient à la même question des compétences. Hein, voilà. Différenciation sur une frontière. Oui, merci Loïc. Si quelqu'un souhaite ajouter un dernier point, je pense qu'il est déjà 13 h. Je vais laisser le soin peut-être à Patrice de conclure juste la matinée. On vous retrouve dans 1 heure pour la suite. Non, je pense que l'échange était intéressant aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on vous a donné beaucoup de choses. Hein, donc là, vous avez le temps aussi de réfléchir, de cogiter tout cela. Mais on refera le point cet après-midi, de toute façon, puis en fin de séance cet après-midi, pour voir quelle sera la suite à donner sur ces échanges très riches. On vous retrouve dans 1 heure. Donc maintenant, c'est l'heure du déjeuner. Je ne sais absolument pas comment ça va s'organiser. Donc je vois Sylvia, ma collègue Sylvia, qui est derrière et qui va peut-être nous expliquer pour le déjeuner. Donc on se retrouve à l'entrée. On se retrouve à l'entrée pour partir au déjeuner. Voilà. Et à tout à l'heure, dans 1 heure. Merci aux gens aussi présents à distance. Et donc, vous allez avoir le lien qui est donc différent pour cet après-midi. Donc, à 14 h, vous vous connectez, s'il vous plaît, sur l'autre lien du mail que je vous ai envoyé avec donc les précisions sur le groupe gouvernance. Donc, le deuxième lien, 14 h, 15h30. Tout à l'heure. OK. Merci Loïc, à tout à l'heure. Tout à l'heure.